on va y Salut aller. Bruno. Euh, Merci aux participants. Et puis merci bien sûr aux gens qui se connecteront plus tard en différé. On va commencer cette conférence OVNI et nucléaire avec Stéphane Royer. Stéphane Royer avait écrit un livre, je crois que c'était en 2020 ou en 2021, Non, il est sorti en juin 2021. juin 2021, qui Écrit avec Didier s'appelait Gomez, notamment. qui s'appelle toujours OVNI et nucléaire, sommes-nous sous surveillance? Et C'est ça. chez JMG, hein, Ouais, c'est ça. Michel Drancy, hein. Hum. Euh, donc, on reprend ce sujet, il est très important. Pour moi, c'est mon intuition en réalité. C'est pas quelque chose, c'est pas une certitude, mais je crois vraiment ce qui a été découvert et ce qui a été développé, il y a un lien, il y a une corrélation entre OVNI et nucléaire. On va reprendre tout ça. Hum. Stéphane, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vieux, maintenant on peut dire que c'est un vieux routier de l'ufologie. Il a notamment, à une certaine époque, fait un peu la même chose que moi, c'est-à-dire il a dirigé un groupe ufologique, il organisait des conférences, c'était des conférences de, comment dire, Les repas ufologiques. des repas ufologiques parisiens. Et ensuite, carrément, il s'est occupé des repas ufologiques sur toute la France. Bon, au bout d'un moment, il a décidé de changer d'activité et maintenant, c'est un conférencier et puis un chercheur qui écrit des livres sur le sujet. Voilà. Eh ben, je le remercie pour son travail, pour son dévouement, parce que l'ufologie en a bien besoin. Ce qu'elle a besoin aussi, mais ça, tout le monde peut pas tout faire, c'est des enquêtes de terrain. Ça, c'est un autre sujet. Ce sera pour une autre conférence. Écoute, sur ce, moi, je vais dire qu'on y va, hein. Je te donne la parole, Stéphane. Merci encore d'être venu à OVNI Paris. Eh bien, merci. C'est toujours un plaisir. Bonjour à tous. Est-ce qu'on voit Bonjour. bien le document qui est partagé à l'écran? Très bien. Bon, bah, c'est parfait. Voilà. Donc, effectivement, je vais intervenir sur le sujet OVNI nucléaire parce que, comme tu le rappelais, en 2021 est sorti ce livre coécrit avec Didier Gomez, co-auteur. Bon, moi, je m'intéressais au sujet déjà depuis quelques temps. J'avais commencé à faire des conférences. Didier avait aussi écrit sur le sujet à l'époque dans son magazine. Donc, bah, à un moment donné, on a été réunis et puis bah, on a sorti ce livre qui était un petit peu le fruit de nos recherches respectives. Et c'est intéressant, vous allez le voir. Alors, je vais rappeler dans un premier temps un certain nombre de choses et je vais essayer d'aller assez vite parce que je sais que Didier Gomez a un petit peu parlé du sujet sur cette chaîne. Et je vais me concentrer plutôt sur la deuxième moitié qui est plus le fruit de recherche et de documents scientifiques. Et ça va être intéressant parce qu'on va justement essayer de s'interroger et de réfléchir justement au niveau de l'implication entre ovnis et nucléaire. On va voir qu'il y a des choses qui ont été découvertes par certains scientifiques qui lève le voile sur un certain nombre je ne vais pas dire de preuves, mais en tout cas des faisceaux d'indices très importants qui permettent de juger qu'il y a bien eu une intervention exogène, on va dire, sur certaines centrales nucléaires et certains sites militaires, évidemment, pour ne pas dire la plupart aujourd'hui. Et puis on verra aussi, mais peut-être plus dans les questions tout à l'heure, qu'il y a aussi de l'actualité toujours sur ce sujet. Donc c'est un sujet, comme on va le voir, qui a commencé effectivement eh bien, au moment un petit peu avant, enfin pendant plutôt la Seconde Guerre mondiale, parce que si on prend dans un premier temps une perspective historique, pardon, voilà, je vous ai fait une petite carte, hein, on voit un certain nombre de sites américains. Alors il faut savoir que, par exemple, sur le site de Oak Ridge, enfin le site X tel qu'il a été appelé, dans le Tennessee, on avait par exemple une usine de séparation de l'uranium et où on construisait des électroaimants. Donc là, on est dans la période 1947-1952, où on a observé 37 observations d'OVNI sur cet intervalle de temps entre Oak Ridge et la base de Clarksville, donc base militaire, hein, bien sûr. Et évidemment, tous ces sites sont des sites qui concernent bien entendu le minerai nucléaire et la construction de la bombe, hein. La fameuse Trinity, je vais y revenir. On a le site Y au Nouveau-Mexique. Bah, là, ce sont les laboratoires de Los Alamos où effectivement, à l'époque, on a assemblé les fameuses composantes des trois bombes nucléaires qui ont explosé. Alors, il y a eu bien sûr Trinity, qui était la première, qui était la bombe expérimentale. Avant les bombes qui ont été effectivement jetées au Japon, hein, Little Boy et Fat Man. Puis on a eu Gadget aussi avant. Et donc en janvier 1946, par exemple, on a eu un disque volant qui a été observé au-dessus des installations de Los Alamos.
En décembre 1948, on a eu plusieurs objets qui ont été aperçus au-dessus des installations au même endroit, et même chose le 6 janvier 1949. Voilà, donc on a eu des survols d'engins de formes de toutes sortes, surtout des disques, mais on verra aussi qu'il y a eu des boules de feu verte, on va en reparler un petit peu plus loin. Et puis à Alamogordo, qui est lui aussi au Nouveau-Mexique, hein, on avait justement le fameux projet Trinity, Trinity qui se situe à 50 km de Socorro. On va en reparler. Donc c'était le champ de tir expérimental, hein, où a été lancée la bombe Gadget sur le lieu de Trinity. Donc Trinity, c'est pas le nom de la bombe, hein, c'est le nom de l'endroit où a été expérimentée cette bombe appelée Gadget, tirée donc le 16 juillet 1945. Voilà, donc quelques jours évidemment avant les fameuses bombes sur Hiroshima et Nagasaki, donc 6 et 9 août, hein, 45 respectivement. Et en juillet 1947, on a vu qu'un ovni a été observé au-dessus du site. Voilà, alors il n'y a pas que ça, mais ça c'était vraiment pour vous donner une perspective géographique, parce que bien évidemment, vous avez d'autres sites, comme par exemple le site de Hanford, qui est situé en l'État de Washington. Hanford, qui était le plus grand producteur mondial de plutonium pour les armes atomiques, donc à l'époque. Hein. On sait qu'en janvier 1945, il a été survolé par 3 fois par un ovni qui a été détecté par le radar. Donc on a une trace matérielle quelque part. Et le 10 novembre 1952, on a le pilote et le technicien radar d'un chasseur F-94 qui va observer en visuel et au radar, là aussi, hein, c'est doublé par une preuve matérielle, une grosse boule lumineuse au-dessus de l'usine atomique d'Hanford. Voilà, l'avion a été obligé de modifier sa trajectoire et l'objet le suivait. Donc on a bien affaire à quelque chose d'intelligent quelque part. Voilà. Alors, je vous ai parlé de Trinity. Il faut savoir sur le site de l'explosion, vous avez ce monument en forme de triangle d'ailleurs. Voilà, donc le Trinity Site, hein, le site qui commémore l'endroit où la bombe a explosé, ce fameux 16 juillet 1945. Et vous voyez sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le site, hein, en forme d'étoile où a explosé la bombe. Hein, et tout autour, vous voyez la densité de radiation. Hein, évidemment, c'est concentré à l'endroit de l'explosion, puis ça se dilue ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez les sites comme Alamogordo, Los Alamos, Albuquerque, et surtout, vous avez un petit village, enfin une petite ville qui s'appelle Roswell, qui est située pas très loin des radiations, justement, autour de la bombe Trinity. On verra que Roswell, il y a aussi une autre raison qui la lie au nucléaire. Alors, il y a d'autres sites qui ont été concernés, par exemple les laboratoires nationaux de Sandia, Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Donc, ces laboratoires qui construisaient des bombes transportées à la base proche de Manzano, laquelle possédait elle-même des installations de stockage souterrain. On avait la base de Kirtland, où les armes étaient chargées sur des bombardiers stratégiques. Et ensuite, ils étaient testés dans le désert du Nevada, dans les îles Marshall, dans l'océan Pacifique, on en parlait tout à l'heure en off, ou bien sûr dans l'Alaska. On avait le terrain d'essai de White Sands, au Nouveau-Mexique aussi, on expérimentait des fusées. Et puis, effectivement, tous ces sites furent survolés de nombreuses fois par des engins exogènes, en tout cas, qui n'étaient pas des engins reconnaissables, identifiés en tant que tels, pour des raisons certainement liées au nucléaire. Alors, il faut savoir qu'on a aussi des documents militaires qui traitent de ce sujet, puisque on a le mémorandum du FBI du 23 août 1950 qui examine tous les objets qui ont été repérés près des sites d'armes nucléaires et qui vont les cataloguer en 3 types. D'abord des boules de feu vertes, mais aussi en forme de demi-lune, des cercles et des disques. Vous allez avoir aussi des disques sous forme d'objets ronds et plats qui vont se déplacer rapidement et émettre de la lumière. Et puis des phénomènes ressemblant à des météorites qui se déplacent à grande vitesse et qui changent de couleur. Et donc on n'a pas pu trouver une forme adéquate. On a un autre mémorandum confidentiel, lui, qui est daté du 2 décembre 1952. Il a été rédigé par Marshall Chadwell, qui est donc l'assistant directeur, enfin était l'assistant directeur de la recherche scientifique de la CIA, au directeur de l'Agence centrale de renseignement Walter Bedell Smith. Et donc, ce que ce mémorandum expliquait, c'est que les observations d'engins non identifiés, volant à haute altitude et se déplaçant à grande vitesse dans le voisinage des principales installations de défense américaines, ne sont ni attribuables à des phénomènes naturels, ni à des engins connus. Autrement dit, dès les années 50, les militaires, le renseignement américain savent très bien que ce ne sont pas du gaz des marais, des engins soviétiques ou tutti quanti. On est face à des choses qui sont a priori inconnues. Alors évidemment, je vous parlais de Roswell tout à l'heure.
C'est évidemment pas un hasard si le site a été survolé et où il y aurait eu ce crash, enfin ces crashs, on soupçonne qu'il y en a eu plusieurs, effectivement, sur les sites de Roswell. Pourquoi? Parce que Roswell était le site du 509e régiment de bombardiers et c'était le tout premier site américain à détenir des missiles dotés d'ogives atomiques nucléaires. Voilà. Puis il y avait aussi, pas très loin, comme vous l'avez vu, les laboratoires de recherche de Los Alamos, d'Alamogordo, et on était dans la zone d'influence des radiations de l'explosion de Gadget, hein, la première bombe nucléaire américaine, la première bombe terrestre. Donc une concentration effectivement de nucléaire, d'énergie nucléaire qui aurait pu attirer des visiteurs qui se seraient écrasés sur le site de Roswell une nuit de début juillet 1947. Alors, évidemment, je vais vous donner quelques faits et quelques chiffres. Hein. En 1956, on va avoir un ouvrage écrit par le capitaine Edward J. Ruppelt. Bon, vous avez ici une photo de la couverture du livre. Hein. Le rapport, je vous traduis, le rapport sur les objets volants non identifiés. Le capitaine Ruppelt, effectivement, avait dirigé le rapport Blue Book de 1951 à 1953. Et à un moment donné, il avait claqué la porte parce qu'il comprenait que c'était une opération de désinformation. Et lui ne mangeait pas de ce pain-là. Donc effectivement, dans son livre, il va noter que des ovnis, des PAN, hein, sont vus plus fréquemment autour de zones vitales pour la défense des États-Unis. Donc les zones de Los Alamos, Albuquerque, Oak Ridge, White Sands, tout ce que je vous ai cité en amont, qui étaient tous concernés bien sûr par le programme américain d'armes nucléaires. Et évidemment, on avait des recherches théoriques au laboratoire de Los Alamos pour appliquer notamment les bombes. Alors, on a aussi des chiffres qui ont été publiés par un certain Donald Johnson, un chercheur américain, qui en 2002 a publié une étude qui s'appelle Do Nuclear Facilities Attract UFO? Est-ce que les installations nucléaires attirent les ovnis? Et dans celle-ci, il mettait en évidence un facteur de 1,5, c'est-à-dire qu'il a constaté que les personnes qui habitaient près de zones nucléarisées, que ce soit des endroits, des zones de stockage, des déchets, que ce soit des zones militaires, des zones civiles avec des centrales nucléaires, eh bien, les habitants qui habitaient près de ces zones avaient 1,5 fois plus de chances d'apercevoir un ovni. On va avoir aussi Jean-Jacques Velasco, ancien dirigeant du CEPRA, du GEPAN, qui va aussi publier le chiffre de 20% des phénomènes aériens inconnus qui sont observés au-dessus du territoire américain, le sont au-dessus de régions comportant des sites stratégiques. Voilà, donc ça sont des choses qui sont connues, qui sont comptabilisables. Et puis on va avoir une autre étude aussi qui est sortie aux États-Unis en 2015, mais par des chercheurs français, Thibault Laurent, Christine Thomagnan et Michael Vaillant, qu'on connaît un peu plus. Donc en fait, selon leur analyse tirée des chiffres du GEPAN, les fameux 4D, qui sont d'ailleurs éclatés aujourd'hui en D1 et D2, eh bien ils mettaient en évidence le lien entre site nucléaire et PAN, avec un indice de confiance de 0,00013. Et je rappelle que plus on se rapproche de 0 et plus le chiffre est élevé. Voilà. Donc tout ça va dans le même sens. Ça confirme effectivement que tous ces sites qui sont liés justement aux centrales nucléaires civiles, aux usines de retraitement, aux sites de stockage, aux sites militaires, eh bien, sont concernés par des survols d'OVNI. Alors, passons effectivement au cœur du sujet, les survols des sites militaires et des centrales nucléaires. Bon, on va déjà attaquer par les sites militaires, puisqu'on a eu de nombreux témoignages au fil du temps de militaires et surtout d'anciens militaires, parce que c'est souvent quand ils sont retraités qu'ils vont parler de façon plus sécure. Voilà. Alors, on va commencer par Robert Jacobs, qui a été lieutenant dans l'US Air Force pendant plusieurs années, qui en est sorti, qui est devenu professeur d'université après avoir passé des diplômes, etc. Et en janvier 1989, donc dégagé de ses obligations militaires depuis déjà plusieurs années, il va publier un article dans le journal interne du MUFON, MUFON États-Unis, sur son expérience. Et il va raconter qu'en septembre 1964, il est alors jeune lieutenant, responsable du lancement de fusées et de l'instrumentation optique, c'était le fruit de ses études. Et on a le major Florence Mantzman qui lui fait assister à la projection du film de lancement d'un missile factice, c'est-à-dire qu'il ne comprenait pas de tête nucléaire. C'est important ce que je dis là. Et donc, ce film montrait donc le missile qui partait dans le ciel. Et à un moment donné, on voit un objet lumineux qui approche, qui fait le tour de l'ogive et qui tire des rayons lumineux tout autour, en clair sur chaque côté quasiment. Et ensuite, il va partir. Voilà. Et ce point lumineux est un objet de forme discoïdale.
voilà, retenez l'idée de ce point lumineux qui est dardé, qui est tiré sur ce missile. On va voir un petit peu plus loin que ça a une importance. Alors, donc il y a eu 4 flashs lumineux qui furent émis par l'objet et le missile va ensuite chuter dans l'eau, hein, puisque c'était prévu comme cela. Et à la projection du film, le major, 2 agents du gouvernement, lui firent promettre de ne pas parler de ce qu'il avait vu. Et effectivement, il va tenir parole, hein, soumis au secret militaire, jusqu'à ce qu'il s'intéresse à l'ufologie et évidemment puisse en parler un petit peu plus tard. Bon, ça, c'est tiré d'une reconstitution d'un film qui reconstituait le sujet, hein. Et il se trouve que le major Mansman, des années plus tard aussi, va passer un doctorat, et puis il va sortir de la vie militaire, et il viendra plus tard confirmer le récit de Robert Jacobs, sachant que le major Mansman avait regardé le film 3 fois, alors que Robert Jacobs, lui, n'avait vu qu'une seule fois. Donc il a eu plus de détails en tête, hein. Et on verra que Robert Hastings, un ufologue américain qui s'est spécialisé sur les questions ovnis nucléaires, j'y reviendrai, il va interviewer, enfin, et rencontrer Robert Mansman, le major Mansman en 1986, et il va rencontrer aussi et surtout Robert Jacobs. Voilà. Et ces deux-là vont s'associer aussi dans leurs enquêtes ultérieurement. Alors, on va passer à un autre site où, le 16 mars 1967, on va avoir la base de Malmstrom, située dans le Montana, qui va être survolée par un objet là aussi extraordinaire, puisque le lieutenant Robert Salas, qui était affecté à la base, lui va vivre cette aventure extraordinaire. On le voit ici, jeune lieutenant, et puis des années plus tard, hein, sorti de la réserve militaire. Donc lui était dans la base souterraine, et en fait, il observait sur le radar un certain nombre de choses qui se passaient, surveillait les environs, et il va voir un étrange objet lumineux dont les vitesses et les performances sont sans rapport, évidemment, avec ce qu'il connaissait, donc des avions terrestres connus, qu'ils soient civils ou militaires. Et il se trouve que plusieurs missiles vont être désactivés dans le silo, alors qu'on va observer le survol d'un ovni. Alors, Robert Salas ne le verra pas de lui-même, ce qui était dans la base souterraine, mais il recevra les témoignages de soldats qui étaient effectivement à l'extérieur, hein, de garde. Autre cas, on va voir le 27 décembre 1980, donc là on est en Angleterre, dans la forêt de Rendlesham, laquelle va être survolée aussi par des ovnis. Alors, il se trouve que cette forêt va séparer 2 bases militaires américaines, celle de Bentwaters et celle de Woodbridge, et toutes les deux vont être survolées, hein, effectivement. On va connaître le fin fond de l'histoire par un mémorandum du 13 janvier 1981, qui sera déclassifié en 1983, justement dans le cadre d'enquêtes, de demandes, hein, faites par la Freedom of Information Act, hein, la loi sur la liberté de l'information, qui existe aux États-Unis et dont on n'a pas l'équivalent en France, malheureusement. Donc effectivement, il y a tout un tas de documents militaires ayant trait aux ovnis qui ont été déclassifiés pendant cette période-là. Et on va savoir que le lieutenant Charles Halt, qui est donc le principal témoin de ces événements, qui va rapporter justement des survols, donc des bases militaires par des ovnis. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 3 trous qui seront retrouvés le lendemain, près de l'endroit où l'objet avait été vu. Et plus tard dans la nuit, on va même avoir une lumière rouge qui va se séparer en plusieurs autres lumières et qui seront elles-mêmes observées. Et ces lumières vont évoluer près d'1 heure dans le ciel, au-dessus de la base. Et donc, bien sûr, il y aura plusieurs témoins qui les observeront, des militaires, mais aussi quelques civils. Et bien sûr, bien sûr, on aura le lieutenant Halt qui en sera témoin. Donc, le 13 mai 1997, quelques années plus tard, le lieutenant Halt, qui est devenu commandant, va aussi apporter des précisions en disant qu'il avait relevé justement la radioactivité sur l'endroit où des traces de trépieds, hein, de trous, avaient été retrouvées. Il y avait eu des branches cassées aussi, donc on avait des traces physiques, hein. Et selon lui, la radioactivité a été mesurée 8 à 9 fois la norme. Compteur Gégère, évidemment. Donc ça, déjà, ce sont des traces, ce sont des preuves physiques. Donc là, on voit le lieutenant Charles Halt, devenu commandant par la suite. Et le lendemain, de la nuit donc du 27 au 28 décembre, on va avoir plusieurs lumières qui seront aussi observées, avec l'un des objets des lumineux qui va braquer un faisceau lumineux près d'eux, près de la compagnie, hein. Ce faisceau va s'éteindre, et peu avant que le faisceau ne soit braqué sur les installations de missiles.
Donc là aussi, gardez à l'esprit cette histoire de rayons lumineux braqués sur les installations de missiles. On y reviendra. Alors, je sais pas s'il y avait des missiles il n'y avait pas de missiles à Bentwater, mais il y avait des. Oh, il y a un écho épouvantable, je me tais. Alors non, mais vas-y, va jusqu'au bout de ton idée, hein. Ce que je voulais dire, c'est que il y avait des F-16 dont le rôle était avec des bombes atomiques et qui Ouais, étaient chargés d'attaquer les troupes soviétiques si jamais elles avaient eu le malheur de percer depuis la frontière Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest pour aller vers le Rhin. Les Américains avaient prévu de les bombarder à coups de bombes atomiques. C'était vraiment un centre nucléaire très très important. tout à fait. Et ce qu'on soupçonne, c'est que justement, il y aurait quand même eu des installations souterraines avec probablement, alors soit des bombes, soit des missiles, parce que, encore une fois, Ça se visite, hein. Je l'ai visité, la base de Benwater. d'accord, très bien. Mais est-ce que toi, tu as pu visiter les installations souterraines ou pas? Oui, en partie souterraine, notamment le grand dispatching, à partir de lesquels les officiers lançaient les avions. D'accord. Donc Ouais. déjà, on a bien la confirmation qu'il y avait l'existence, enfin, des bases souterraines. Après, le fait qu'il y ait des faisceaux lumineux braqués sur des endroits comme ça, qui ne soient pas les endroits de stockage des avions, hein, effectivement, milite fortement pour qu'il y ait des choses cachées dans les installations souterraines. Après, on en pense qu'on en veut, mais on va dire, il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser il y en a eu à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, on va passer dans la Russie soviétique de l'époque, et on avait le lieutenant-colonel Vladimir Plantonev qui a rapporté que le 4 octobre 1982, un ovni a survolé pendant plusieurs heures la base de missiles intercontinentaux de Bielorussie, qui est située dans l'actuelle Ukraine, hein, aujourd'hui. Donc en fait, on a eu un certain nombre de missiles nucléaires, leur lancement activé tout seul avant d'être interrompu sans moyens humains. Voilà, on a eu évité justement la Troisième Guerre mondiale grâce à l'un de ces militaires qui était présent et qui a, heureusement, n'a pas lancé l'alerte tout de suite. Voilà. Sinon, effectivement, on aurait pu approcher une Troisième Guerre mondiale nucléaire. Bon. Donc, effectivement, le colonel Igor Tchernovchev confirma l'affolement et l'inutilité des manœuvres des techniciens de missiles qui ne pouvaient rien faire. Voilà. Donc la question qui se pose est de savoir pourquoi on a eu ces manœuvres de lancement lancées toutes seules. Est-ce que c'était pour faire peur aux responsables politiques et militaires, leur faire prendre conscience justement des risques, des dérives liées à ces technologies J'ai que ne maîtrisaient pas j'ai une forcément. question. Voilà. Ce qu'il y avait J'ai dans une ton idée. question. Oui, Je sais pas si vous m'entendez. Désolé, je vous ai coupé. Euh, En fait, vous êtes en train de dire que là, à cette date du 4 octobre 1982, c'est qu'il y a des missiles nucléaires qui ont été activés sans intervention humaine, oui. mais par contre, je connaissais pas cette histoire justement, je découvre. Et donc, par quel procédé on peut activer des têtes des missiles nucléaires et les annuler par la suite? C'est ça qui, c'est ça, Alors, ça a été, même à l'heure d'aujourd'hui, personne ne sait comment ces missiles ont été activés, comment ils ont été annulés. C'est bien ça. alors, effectivement, il y a une inconnue. Alors, il faut savoir que si tout passe par les circuits électriques, il est fort possible qu'il y ait une intervention à distance pour activer le circuit de lancement. Maintenant, effectivement, moi, je ne suis pas un spécialiste des circuits électriques et de l'électronique, donc je serais en mal de donner l'explication logique, mais logiquement, on peut activer très certainement les installations électriques. Aujourd'hui, par exemple, dans le cas de la domotique, on peut activer des choses à distance. Bon, ce n'est pas les mêmes installations, évidemment, mais c'est pas impossible d'imaginer qu'on puisse les déclencher à distance. Oui. Merci. Tu as une réponse peut-être? Ah non, j'ai pas de réponse. Euh, D'accord. Techniquement, Allô? c'est certainement, c'est à la fois possible, on peut le comprendre comment ça fonctionne, mais d'un autre côté, on n'a pas la méthode permettant de faire ça à distance, euh, de façon quasiment, j'ai failli dire le mot magique, mais disons sans qu'on connaisse la méthode. Est-ce que je peux faire une petite remarque et rebondir sur ce que vous avez dit? Oui, Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Moi, en fait, je suis électronicien et j'ai étudié les radiofréquences. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, si
si on a affaire à une technologie très évoluée ou une intelligence bien au-dessus de la norme, il est tout à fait possible, même voire aujourd'hui, hein, c'est d'ailleurs comme ça que sont réalisés les piratages informatiques. À partir du moment où on a une liaison fréquence en fait qui est dédiée, et notamment dans le militaire, en fait, ils n'utilisent pas les mêmes bandes de fréquences dans le comment dire par exemple, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. En fait, c'est des bandes de fréquences qui sont normalisées, mais pour entre guillemets le grand public. Mais dans les fréquences militaires, en fait, ils ont des fréquences dédiées. Donc, en fait, c'est tout à fait possible euh, de, en fait, de scanner un signal, d'avoir Ah, ouais, entre ok, guillemets j'ai le compris. code, Oui. et ensuite de bypasser Ah, cette oui. communication. Et voilà. Et je pense que, enfin, voilà, si, s'il y a une grande intelligence, je pense qu'ils sont Ça doit pas capables être de. compliqué d'en faire autant, oui, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, oui, non, mais alors merci d'abord de cette précision, c'est très intéressant. Voilà, oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Il est clair qu'on peut tout à fait dupliquer le signal et le reproduire. Il faut savoir que ces êtres qui nous observent hein, depuis un certain temps, il est évident qu'ils ont compris comment fonctionnait la technologie, assez primitive, j'imagine, par rapport à leurs canons esthétiques, canons technologiques. Donc on peut tout à fait imiter. Enfin, je pense que si nous devions, par exemple, imiter les technologies de peuplade dites primitives, entre guillemets, on pourrait tout à fait s'adapter. Donc pourquoi pas des civilisations en avance de très certainement milliers, dizaines ou centaines de milliers d'années sur nos technologies, bien sûr. Voilà. En Alors tout cas, on après, a un début d'explication. Donc, Oh, merci Hakim. Pour cette, oui, alors après, je me suis peut-être mal exprimé, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on le voit bien, même dans le contexte géopolitique. Aujourd'hui, enfin, par exemple, enfin là, aujourd'hui, voilà, c'est d'actualité. En ce moment, il y a un conflit oui, entre. on voit des coups faits par des services secrets qui Oui, ressemblent oui, à tout à ça, en fait. fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, que ça soit du côté de l'Iran, de l'Israël ou des États-Unis, en fait, ils sont, eux, déjà au niveau militaire, ils sont en mesure, en fait, de capter un signal qui appartient à un autre pays et de le comprendre, de le décrypter, en fait, et de le contrer, quoi. Voilà. Déjà, Ok, ça, à la portée, on va dire, des humains. Donc, j'imagine ce que peut faire une ok. autre vie plus évoluée des êtres humains, quoi. Voilà. Ok, merci Hakim. Stéphane, tu peux? alors, continuons. Oui. Effectivement. Autre cas, parce qu'on est toujours dans l'ex-URSS. Donc, dans la nuit du 28 juillet 1989, on a un autre incident qui a lieu, et cette fois-ci sur le site militaire de Kasputin Yar, qui se trouve en Russie, près de la ville de Volgograd, hein, Volgograd, et non pas Volgograd, hein, il y a une coquille. Donc, effectivement, vous voyez ici un Kasputin Yar, donc des photos satellites. Donc là, on va avoir trois disques qui seront aperçus avec un autre objet en forme de demi-sphère, hein. Donc, ce sont les militaires qui sont témoins, qui aperçoivent au-dessus de la base ces objets. Et cette base abritait donc des missiles intercontinentaux et donc missiles probablement nucléaires, hein, évidemment. Et les objets qui se déplacent au-dessus de la base émettent aussi des rayons lumineux qui seront lancés depuis l'un de ces engins et puis ils vont repartir. Voilà. J'ai souligné les rayons lumineux et si j'en parle, c'est parce que je vais en reparler à la fin et on va s'interroger sur la signification et l'état de ces rayons lumineux. Alors évidemment, on a un autre site qui là est en France, c'est la base navale de l'île Longue, chère à Thierry Larquet, qu'on salue au passage, qui connaît bien le sujet. Voilà, donc l'île Longue près de Brest, qui a reçu d'ailleurs une actualité il n'y a pas si longtemps. Donc c'est évidemment la base où sont stockés les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, hein, le fameux SNLE, et la force océanique stratégique, la FOSS. Donc la rade de Brest et l'île Longue sont évidemment interdites de survol pour des raisons de sécurité évidentes. Et pourtant, cette île, cette île, va être aussi survolée plusieurs fois par des ovnis, notamment en février 2015, mais pas que, puisque ça a commencé dans les années 70, hein, pour certaines observations. Alors là, je vous ai mis une petite carte aussi qui montre justement les lieux de stockage d'armements nucléaires. Bon, elle date maintenant de quelques années, hein, donc peut-être qu'il faudrait le remettre à jour. Mais en tout cas, l'île Longue à Brest est fortement impactée. On a Toulon aussi, la base d'Istres. Voilà, il y a un petit peu de tout. Mais vous avez surtout les endroits avec des bombes, effectivement. Enfin, en tout cas, la conception d'armes et puis le stockage de missiles sous-marins. Voilà, mais encore une fois, une carte qui reste actualisée. Alors, on va parler aussi des missiles du plateau d'Albion, avec évidemment une enquête de l'époque hein, qui a été faite par Jimmy Guilleux. Jimmy Guilleux, d'ailleurs, dont on fêtait hier le centenaire de la naissance. Voilà, je dis ça au passage.
Le plateau d'Albion, qui était situé à l'époque, est toujours situé, mais ce n'est plus une installation militaire aujourd'hui, hein. Le plateau d'Albion, qui était situé justement dans le Vaucluse, hein, donc dans le sud de la France. Donc, il se trouve que dans les années 80, Jimmy Guilleux a été alerté par un certain nombre de témoins, de militaires ou d'observateurs, hein, qui habitaient autour de la zone. Il a donc reçu un certain nombre de témoignages de survol d'OVNI, donc du site militaire. Et effectivement, il a conçu en 1985 l'opération Rapa Nui, comme il l'a appelé, en référence à l'île de Pâques, hein, donc des yeux qui observent le ciel. Il a demandé la collaboration du ministère de la Défense pour pouvoir filmer, photographier les objets qui survolaient le site militaire, pour pouvoir justement filmer l'intervention de ces intrus cosmiques, si j'ose dire. Alors évidemment, il y a eu un long échange de lettres, hein, qu'on va retrouver dans son ouvrage sorti en 1986, Le monde étrange des contactés, où il va relater justement les échanges avec le lieutenant-colonel Villemain à l'époque, donc du ministère de la Défense. Ce qui est intéressant, c'est que même si le projet, évidemment, ne reçut pas l'accord, hein, pour des raisons qu'on peut deviner, à nul moment, les militaires ne se moquent de lui, on lui répond, il y a des échanges qui sont polis, etc. Donc déjà, rien que ça permet de prendre en compte l'intérêt des militaires pour le sujet. Bon, on sait qu'il existe, hein, de toute façon. Alors, maintenant, attardons-nous aux sites nucléaires civils. Donc, il y en a un certain nombre, hein. Les toutes premières observations ont eu lieu en France, justement, en février 1961, où un certain Yves Chiquelot va observer un objet dans le ciel vers 22 heures. Alors, on est dans le Finistère, dans la commune de Locfray. Donc, c'est un objet avec une partie centrale en forme d'hémisphère aplati, une bande circulaire avec de la lumière. Bon. Alors, il se trouve que ce village est situé près des Monts d'Arrée, à 200 mètres d'altitude, à 4 km à vol d'oiseau du plan d'eau de Brénilis, sur les bords duquel on a construit, il y a quelques années, la centrale nucléaire des Monts d'Arrée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la date où l'observation a eu lieu, le réacteur nucléaire de Brénilis n'existait pas encore. En fait, la décision de construire ce réacteur dans les Monts d'Arrée n'a été prise qu'en 1962. Et ça, c'est intéressant de se rappeler qu'il y a comme ça des observations qui ont eu lieu sur des futurs sites d'implantation d'endroits où on implantera des sites militaires ou des sites civils concernant le nucléaire. Je vais revenir avec un autre exemple tout à l'heure, mais je le souligne au passage. Donc effectivement, c'est un lieu d'implantation d'un réacteur expérimental qui a été mis en service entre 1967 et 1985. Voilà, alors expérimental parce que ce réacteur utilisait justement de l'eau lourde contre de l'eau pressurisée, hein, qu'on va retrouver dans les autres réacteurs d'énergie, voilà, puis de l'uranium non enrichi. Donc c'était véritablement un réacteur insolite, hein, pour l'époque, expérimental. Par contre, donc il y a eu la centrale nucléaire qui s'est implantée en 1967, enfin, qui est devenue effective et active en 1967. Mais il faut aussi savoir qu'à 4 km à vol d'oiseau de la commune de Locfray, on a aussi une centrale hydroélectrique qui existait, hein, déjà à l'époque du survol de l'OVNI. Et donc, cette centrale hydroélectrique était en service à ce moment-là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les centrales hydroélectriques, les centrales électriques, les industries ont aussi été survolées par des ovnis dans les années 50, 60. Donc, ce n'est pas un hasard. Il est possible que effectivement cet ovni était en mission de repérage, entre guillemets, de cette centrale hydroélectrique. Mais il est fort possible aussi qu'il y ait eu un message à destination des responsables qui voulaient implanter le réacteur à cet endroit-là, un message les prévenant justement de l'implantation, une sorte d'avertissement quelque part. Vous allez comprendre avec un deuxième exemple tout à l'heure. Alors, on a aussi évidemment le réacteur de Marcoule, dans le sud de la France. On est à 109 km de Montpellier, à 45 km au sud-ouest de Montélimar, 30 km d'Avignon, bon, etc. C'est une centrale qui a été créée en 1956 et à l'initiative du commissariat à l'énergie atomique. Hein. Et le premier trimestre 1974, on va avoir plusieurs observations qui vont être signalées au-dessus de la centrale de Marcoule, qui est donc dans le département du Gard. On aura des observations début janvier, courant février, fin mars 1974. Donc on a eu une espèce de mini-vague quelque part.
sur le premier trimestre 1974. Alors pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'à l'époque, la centrale de Marcoule expérimentait là aussi un nouveau réacteur de type Phénix, qui est un réacteur nucléaire à neutrons rapides et refroidi au sodium. Donc là aussi, ce n'est pas du tout la génération de réacteurs que nous avons aujourd'hui. Et cette centrale fut démantelée en 2010. Alors, à proximité du plateau, du centre de Cadarache, il faut savoir aussi que le plateau de Valensole n'est situé qu'à 28 km du site. Et pourquoi je vous parle de Valensole? Parce que chacun sait que le 1er juillet 1965, on avait l'observation de Maurice Mas, un ovni qui a atterri dans le champ de lavande qu'il cultivait, et à 2 reprises, il aurait eu des visites avec observation d'humanoïdes, évidemment. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsque il y a eu cette observation, non seulement la centrale de Cadarache existait, mais en plus, il faut savoir que c'était un site qui était retenu pour l'implantation de missiles nucléaires. À l'époque, il n'existait que 2 finalistes, le plateau de Valensole et le plateau d'Albion. Comme vous l'avez vu, c'est le plateau d'Albion qui a été retenu. Mais là aussi, on se demande si l'observation faite par Maurice Mas, n'était pas une sorte de message aussi aux autorités françaises sur l'implantation de la centrale nucléaire à cet endroit. En fait, on n'a pas retenu le site tout simplement parce qu'il y avait présence d'eau souterraine et le site n'était pas assez solide, a priori, pour implanter des silos souterrains de missiles. Voilà. Donc là aussi, est-ce qu'on n'aurait pas des messages un petit peu subliminaux à destination des autorités pour l'implantation à la fois d'une centrale nucléaire civile dans le Finistère et là pour l'implantation de missiles nucléaires. Alors si on part sur cette hypothèse, ça suppose que l'intelligence qui est derrière ou les intelligences qui sont derrière ces observations, ces objets, on va dire, sont capables de prévoir le futur ou peut-être se déplacent-ils dans le temps. Voilà, hypothèse. Alors, autre cas de centrale nucléaire civile, le cas de Golfech. Là, on a le 6 octobre 2010, on va avoir un témoin de 44 ans, qu'on connaît sous le prénom de Pascal, qui travaille à la centrale de Golfech avec un jeune collègue de 20 ans, du nom de Sofiane. Et tous les deux vont apercevoir un objet de forme triangulaire entre 20h15 et 20h17, puisque l'objet va traverser le ciel de la centrale assez lentement pour qu'ils puissent effectivement le voir et même le filmer. Donc l'objet ne fait aucun bruit, il survole lentement la centrale, il est à hauteur des cheminées, qui font entre 150 et 200 mètres, pour mémoire. Il ne va pas déclencher d'alarme. Et en plus, les témoins sont bien sûr évidemment entendus par le responsable de la centrale nucléaire, par les gendarmes, les militaires, puisque je rappelle qu'on ne peut pas survoler une centrale nucléaire au-dessus de 1000 mètres en hauteur et autour de 5 km en largeur. Si vous entrez dans le périmètre des centrales nucléaires sans autorisation, vous déclenchez l'intervention de forces militaires. Voilà. Et en plus, on avait une caméra à l'intérieur de la centrale, comme dans toutes les centrales, qui aurait filmé l'objet, mais a priori, ces images n'ont jamais été dévoilées au public, semble-t-il. Et donc, le jeune Sofiane va filmer aussi l'ovni triangulaire avec son téléphone portable. Là, les images ne sont pas très nettes. Elles circulent, mais elles ne sont pas très nettes. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les dessins que ces témoins ont pu faire par la suite. Donc là, ils vont décrire un objet triangulaire avec 3 lumières sur les côtés, une sorte de rond central, avec un dessous noir complètement lisse, sans traces de jointure, etc., d'un noir mat, chose qu'on va retrouver dans de nombreux témoignages d'ovnis triangulaires. Je peux faire un excellent livre de Daniel Robin sur le sujet, par exemple. Voilà. Triangle de la nuit. Oui, exactement. Voilà. Voilà. Autre dessin, effectivement, on voit bien le déplacement de l'objet triangulaire avec le cheminement des témoins qui vont suivre l'objet. Et là, vous voyez, on a en haut à gauche, à droite, pardon, le réacteur nucléaire qui est situé à 200 mètres. Voilà. Donc, il se déplace en sens opposé du réacteur nucléaire. C'est-à-dire qu'il a survolé à un moment donné et ensuite il sortait avec l'emplacement du bâtiment de sécurité au fond. Voilà. Et donc ici, on a l'objet qui survole l'allée centrale. Voilà, encore une fois, les dessins faits par les témoins. Alors pourquoi est-ce que la centrale était survolée? Eh bien, on peut émettre quelques hypothèses.
parce que, alors je ne vais pas vous lire, hein, mais je vous ai mis plusieurs exemples de difficultés techniques qui ont eu lieu dans la centrale. Vous voyez par exemple, le 28 septembre 1998, lors d'une opération de contrôle des chaînes de mesure du flux neutronique au cœur du réacteur, l'exploitant n'a pas respecté une des conditions associées aux spécifications techniques d'exploitation. Donc, incident classé niveau 1 de l'échelle INES, qui est une échelle liée au risque nucléaire. Voilà, le 4 novembre 1998, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, se rend compte que le 14 octobre, EDF a conduit sa réaction en chaîne avec une surpuissance de 7% pendant 30 heures, bon, etc. Vous avez comme ça différents incidents. Le 28 octobre 2008, on a un écart d'exploitation lors de l'arrêt programmé d'unité de production numéro 2, bon, etc. Hein, vous avez différents incidents. Alors, le 18 janvier 2010, par exemple, vous avez une fuite d'eau contaminée qui a eu lieu à Golfech. On a 450 litres d'eau contaminée qui sont accidentellement versés dans l'environnement. Hein. Et donc, le réseau Sortir du nucléaire, les Amis de la Terre, des associations locales ont déposé le 6 novembre 2010 une plainte contre EDF et la direction de la centrale pour n'avoir pas averti à temps l'autorité de sûreté nucléaire de l'incident. Donc, le réseau Sortir du nucléaire accuse également la centrale de dépasser les normes de rejet légales et des associations avaient auparavant détecté la présence de tritium dans les algues de la Garonne, qui serait évidemment liée à cette fuite, voilà, bon, etc. Je ne vais pas tout vous lire, c'est technique, mais il y a plusieurs exemples comme cela, hein, des fumées dégagées, etc. Voilà, donc ça pourrait expliquer effectivement pourquoi il y aurait eu ces survols, des fuites, des difficultés techniques, et donc peut-être penser que ces engins, quelle que soit leur forme, surveillent justement ce qui se passe. Et donc, le 31 octobre 2014, après 2010, on va avoir une deuxième vague de survol de cette centrale. Et puis, on va avoir une vague française entre 2014 et 2015, en gros l'automne, hein, 2014 surtout, jusqu'à janvier 2015. On va avoir différents survols. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a 56 réacteurs exploités en France. Bon, je ne vais pas vous lire tous les chiffres, mais effectivement, depuis octobre 2014, 17 sites nucléaires français sur les 18 ont été survolés par des drones que Claude Laval a surnommés des drovnis. Et parfois, on aura même plusieurs survols pour plusieurs centrales. Donc là, je vous ai mis effectivement le détail des survols. Par exemple, vous avez sur la première, donc Crest-Malville, survolé le 5 octobre, puis à nouveau le 3 novembre. Cattenom, les 11 octobre et 10 novembre. La centrale du Blayais, le 13 octobre. Choux, dans les Ardennes, le 19 octobre. Gravelines, le 19 octobre. Le site du Bugey a été survolé 4 fois entre le 19 octobre et le 6 novembre. Flamanville, le 31. Panly, le 31 octobre et le 13 novembre. Golfech, 31 octobre, 12 novembre. Saint-Laurent-des-Eaux, 31 octobre. Dampierre-en-Burly, le 31 octobre et 2 novembre. Fessenheim, 31 octobre. Saint-Alban, 5 novembre. Marcoux, le 6 et 18 novembre. Et la centrale de Nogent-sur-Seine, survolée en 2015, avait déjà été visitée le 19 octobre. Voilà, parce qu'en 2015, 2 drones seront aperçus au-dessus du site aussi. Là, si vous regardez bien, la nuit du 31 octobre est un pic d'observation. Alors, ce n'était pas des vagues pour Halloween. Non, il y a bien eu des observations concertées, des survols concertés de ces centrales sur plusieurs jours, effectivement, entre le 31 octobre et le mois de novembre, hein, où il y a eu plusieurs survols, jusqu'au tout début 2025, effectivement. Donc, on a eu vraiment une mini-vague de survol de la France en cette période-là. Quand on parle d'OVNI en France, on pense évidemment à la vague de l'automne 54, on pense effectivement à 73-74, et surtout on pense à la fameuse vague du 5 novembre 90, en gros 89-90 entre la Belgique et la France. Mais on oublie cette vague qui est peu connue de survol des centrales nucléaires françaises. Voilà. Alors évidemment, on pourrait rajouter aussi quelques réacteurs de recherche qui sont exploités par le CEA, à Saclay, le centre de recherche de Cadarache, l'Institut Lowe-Langevin qui est sur le polygone scientifique de Grenoble. Voilà aussi quelques sites de recherche qui attirent des observations et qu'on cite moins souvent. Je vous ai mis une petite carte hein, voilà, qui date de l'époque 2014, hein, avec des sites nucléaires qui ont survolé, hein, effectivement, qui ont été survolés, pardon. C'est une carte qui a été dressée par Greenpeace. Greenpeace qu'on a évidemment accusé hein, de communiquer en survolant les centrales, etc., parce qu'ils l'avaient fait à l'époque. Ils étaient entrés dans les centrales pour démontrer qu'on pouvait y accéder
et que donc potentiellement ça pouvait être dangereux parce que des terroristes pouvaient y déposer des bombes. Bon, c'était avec des vertus pédagogiques, bien évidemment il ne s'est rien passé. Par contre, lorsqu'il y a eu les survols de ces drones, entre guillemets, Greenpeace a systématiquement démenti le fait qu'ils étaient intervenus avec des drones d'origine humaine, etc., sachant qu'ils l'avaient dit auparavant. S'ils en avaient été les auteurs, ils auraient été les premiers à le dire, puisque leur but était à vocation pédagogique. Voilà. Donc là, on sait qu'il y avait bien quelque chose qui n'avait rien à voir avec Greenpeace, déjà. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, là aussi, on peut se poser la question. Mais lorsqu'on sait que les drones de l'époque, enfin, je parle des drones civils, n'atteignaient pas l'autonomie sur les 5 km qui séparent effectivement les clôtures des réacteurs nucléaires, là, on peut se poser des questions. Aujourd'hui, oui, les drones sont beaucoup plus puissants, hein, bien sûr. Et ces incidents, Stéphane, ils ont été récoltés par qui? Par l'État, la police, les gendarmes, l'armée? Alors, tu as eu déjà des témoins à l'intérieur des centrales. Tu as eu effectivement des commissions d'enquête à l'intérieur des centrales nucléaires. Donc, dans ces cas-là, on fait appel en général soit à la gendarmerie, soit à l'armée, soit les deux, comme dans le cas de Golfech. Et puis, évidemment, il y a peut-être eu aussi des témoignages qui ont été proposés ensuite à des ufologues. Donc, l'information circule, mais peut-être pas toute. Il y a peut-être des cas que l'on ne connaît pas encore, sans parler des civils qui ont observé des choses à l'extérieur des centrales. J'ai moi-même eu un certain nombre de témoignages de civils qui ont observé des boules lumineuses aux alentours soit de centrales nucléaires, soit d'installations de stockage de déchets nucléaires. Voilà. Alors, on va maintenant aller en janvier 2015, où effectivement on est sur la centrale du Blayais, où le directeur de la centrale, Pascal Pezzani, va affirmer, en commentant les résultats de l'année 2014, il va dire, et c'est ce qu'on va retrouver dans le journal Sud-Ouest du 21 janvier 2015, ici on n'a pas vu de drone, on a vu un ovni, au sens étymologique du terme, et il n'y a eu aucun impact sur la sûreté de nos sites. Notre position est claire, lorsqu'il y a survol du site, nous portons plainte et on communique. Donc là, ils n'ont pas porté plainte. Donc là, encore une fois, ce n'est pas forcément un drone d'origine humaine, et peut-être pas forcément militaire non plus. Alors, on a eu bien évidemment des survols postérieurs, la vague de 2014-2015, par exemple à la centrale de Fessenheim, qui est aujourd'hui désaffectée. Dans la nuit du 24 au 25 mai 2018, la centrale a été surveillée une fois de plus par un aéronef, et la direction de la centrale nucléaire a déposé plainte auprès de la gendarmerie, justement. Et là, vous voyez justement une coupure de presse de l'époque, la centrale survolée par un aéronef. Voilà, puis on a une photo effectivement de Jean-Claude Bourré qui a recueilli les témoignages de l'époque. Et puis, dans la nuit du 24 au 24 mai 2018, la centrale sera survolée encore une fois par un aéronef. Voilà, donc là aussi, dépôt de plainte. Et le PSPG, le peloton spécialisé de la protection de la gendarmerie, va intervenir. Et plusieurs gendarmes, justement, ont aperçu l'appareil qui évoluait au-dessus de la centrale. Voilà. Bon, alors les gendarmes n'ont pas témoigné, l'information n'a pas fuité, c'est resté en comité restreint, mais les gendarmes ont aussi été témoins. Voilà. Puis bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la centrale de Fessenheim, dans le passé, a eu une rupture du générateur de vapeur numéro 335. On a eu l'arrêt du réacteur numéro 2 pour des problèmes de carte électronique. Donc à chaque fois, on peut faire un lien entre des survols et des problématiques qui ont lieu au sein de la centrale. Et puis, effectivement, dans la nuit du 21 au 22 février 2020, le réacteur numéro 1 s'est éteint après 43 années de service, et le deuxième réacteur a suivi derrière. Le démantèlement complet est prévu pour l'année 2040. Voilà, parce que ça prend du temps, il y a des radiations, il faut nettoyer le site, etc. Donc voilà. Alors, bien entendu, je vous parlais de Jean-Claude Bourré tout à l'heure. Eh bien, il a été alerté par un gendarme qui a été témoin du survol de la centrale. Il a mené son enquête. Il a été informé aussi par les dernières nouvelles d'Alsace, le journal que je vous montrais tout à l'heure. Donc, le gendarme aurait filmé le survol pendant 7 à 8 minutes avec 2 autres observateurs. Ils auraient vu là aussi un triangle doté de 3 feux blancs, un feu rouge, volant sans bruit, comme au-dessus de la centrale de Golfech. Et les témoins ont signalé un autre triangle et un autre objet doté de hublots très blancs, vifs et éclatants. Puis 15 objets ont été signalés. Des objets stationnaires d'abord, puis qui vont décrire des trajets à angle droit. Et ensuite, une forme allongée est observée au-dessus de la forêt noire, puis encore une grosse sphère.
Et en plus des 3 gendarmes, 4 agents de la sécurité de la centrale en sont témoins. Tout ça, c'est sorti dans les dernières nouvelles d'Alsace, le 27 mai 2018. Ça fait quand même beaucoup d'observations au-dessus d'une centrale. Et quand vous avez en plus des objets qui font des trajets à angle droit, manifestement, on n'a pas affaire à des drones, parce que même un drone terrestre ne fait pas des trajets à angle droit. Voilà, ça c'est une caractéristique des ovnis, quelque part. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de témoignage. On verra aussi que lors de vagues américaines, il y a eu comme ça plusieurs objets qui ont survolé aussi des centrales nucléaires. Voilà, et puis bah, effectivement, hein, les survols continuent, puisqu'il y avait encore des survols sur cette zone le 20 juin 2017, hein, encore une fois, c'est la Nouvelle République d'Alsace qui a survolé la centrale nucléaire de Chinon. Voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure des États-Unis. Évidemment, ce n'est pas un phénomène uniquement français. On va parler de Tchernobyl. Alors, très rapidement, parce que je vais vous en parler tout à l'heure de Tchernobyl. Bon, tout le monde se souvient hein, du 26 avril 86, l'explosion du réacteur numéro 4 dans la centrale Lénine à Tchernobyl, qui est en Ukraine aujourd'hui. Voilà, avec les fameuses radiations qui s'arrêtaient aux frontières françaises. Bon, donc on sait que les causes hein, de l'explosion du réacteur, c'est que tout simplement le réacteur était mal conçu déjà à la base, il était instable et sans enceinte de confinement, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Le réacteur était évidemment mal exploité, avec des essais hasardeux et évidemment une inexistence de contrôle hein, par les pouvoirs publics. Voilà. Donc bah, les conséquences, hein, 96, plus de 20 000 hommes de 30 à 40 ans qui avaient aidé les pompiers, les techniciens, les mineurs à justement secourir les victimes et puis surtout fermer la centrale, ce qu'on appelait les liquidateurs de radiation. Eh bien, ces 20 000 hommes sont morts, malheureusement. Et au final, ce sont 600 000 liquidateurs de radiation qui vont mourir plus tard des suites des radiations. Hein. Alors pour certains, évidemment, ça va prendre plus de temps, mais les tout premiers sont morts en une semaine, hein, tellement ils étaient brûlés par les radiations. Si vous avez regardé la série Tchernobyl, série américaine qui a été tournée sur le sujet, c'est extrêmement révélateur hein, de ceux qui sont morts dans d'atroces souffrances, hein, complètement brûlés, avec la peau qui partait en lambeaux, enfin, c'est une horreur. Voilà, donc on aura aussi indirectement plus tard des milliers de morts par cancer, souvent des cancers de la thyroïde d'ailleurs, évidemment les irradiations hein, parmi les habitants, du voisinage de la centrale, sans parler des malformations d'enfants, d'animaux et de l'impact sur l'environnement. Mais on aura aussi par exemple des bêtes qui vont s'adapter, puisque par exemple il n'y a pas si longtemps que ça, je voyais encore un article qui parlait de loups dans la région de Tchernobyl, en Ukraine, qui ont muté justement et qui aujourd'hui supportent les radiations. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc voilà la photo du réacteur numéro 4 après l'explosion. Hein. Voilà, donc je vous rappelle que la radioactivité à Tchernobyl hein, et ailleurs met 100 000 ans à se dissiper. Donc c'est pour ça qu'on l'a recouvert d'un premier sarcophage en béton, qu'on a ensuite renouvelé quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, parce qu'effectivement la radioactivité détruit le béton aussi, hein, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la catastrophe de Tchernobyl? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu là aussi l'intervention d'OVNI. On a par exemple Mikhail Varitsky, qui est un ingénieur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui va affirmer plus tard, dans la Pravda du 16 septembre 2009, avoir observé un OVNI au-dessus de la centrale. Donc là, je vous ai mis une citation. Hein. Moi et d'autres personnes de mon équipe sommes allés sur le site de l'explosion la nuit. Nous avons vu une boule de feu, elle volait lentement dans le ciel. Je pense que la boule faisait 6 à 8 mètres de diamètre. Alors nous avons vu 2 rayons de lumière pourpre s'étirer vers le réacteur numéro 4. Notez les 2 rayons lumineux. L'objet était à environ 300 mètres du réacteur. La manifestation dura environ 3 minutes. Les lumières de l'objet s'éteignirent et il s'envola en direction du nord-ouest. Et la Pravda va aussi souligner que le niveau des radiations baissera de presque 4 fois. Voilà, donc ça aussi, c'est dans la presse locale. Donc c'est important, on a des mesures qui ont été prises. Et donc, on va avoir aussi, quelques années plus tard, lors d'un symposium du MUFON en 1994 aux États-Unis, donc je vous cite ce témoignage, accompagné d'un second ingénieur, Mikhail Samoilenko. Donc, Mikhail Varitsky, un autre ingénieur, arrive sur le site à 4h15. Après avoir brièvement constaté l'ampleur de l'accident, les ingénieurs décident de quitter la zone pour des raisons de sécurité.
Alors qu'ils s'éloignent du périmètre dévasté, ils peuvent observer une sphère dans le ciel d'environ 10 mètres de diamètre. Sous le regard ébahi des ingénieurs, la sphère tire 2 rayons rouges sur le réacteur endommagé, le numéro 4. L'OVNI reste encore 3 minutes dans le périmètre avant de disparaître. Le compteur Geiger des ingénieurs indiquait une concentration radioactive de 3000 milliröntgens par heure, donc l'unité de mesure, au moment d'arriver sur le site. Après le tir des rayons rouges, la mesure enregistre une nette baisse de la concentration qui ne monte plus qu'à 800 milliröntgens par heure. Le récit des 2 ingénieurs indique donc que l'intervention de l'OVNI visait à réduire le niveau de radioactivité dans le périmètre environnement. À titre anecdotique, on peut noter qu'un mois avant la catastrophe, un enquêteur russe, Vladimir Rubtsov, s'est entretenu avec un contrôleur du trafic aérien de l'aéroport de Kharkov qui lui signala de nombreux comptes rendus d'OVNI dans la région de Tchernobyl par les pilotes de ligne. Donc des survols avant. Songez à ce que je vous disais tout à l'heure sur d'autres centrales nucléaires françaises pour lesquelles on a détecté des incidents, des petits incidents, sans grande proportion en tout cas. Là, il est probable que peut-être justement les OVNI aient détecté un risque, auquel cas ils n'ont peut-être pas pris les mesures suffisantes ou pas suffisamment longtemps à l'avance en tout cas. Alors évidemment, on verra d'autres témoins aussi à Tchernobyl, le 16 septembre 1989. On va avoir par exemple le docteur Gospina qui a observé un objet dans le ciel au-dessus de la centrale. Elle va décrire cet objet comme de l'ambre et elle vit au-dessus, elle vit le dessus et le dessous de l'objet. En octobre 90, Vladimir Savran, qui est le reporter du journal L'Écho de Tchernobyl, va photographier la centrale et au développement, il verra en fait de façon surprenante un objet planer au-dessus du trou dans le plafond donc de la centrale et l'objet ressemblera à celui vu par le docteur Gospina justement. Voilà la photo de Vladimir Savran, prise le 12 octobre 1991. C'est publié dans les Izvestia, donc autre publication soviétique de l'époque. Donc une autre photo ici. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir un scientifique qui indirectement va nous décrire ce genre de choses, puisqu'on va voir par exemple ici Grigory Medvedev qui va écrire un livre intitulé La vérité sur Tchernobyl, 4 ans après la révélation d'un grand scientifique russe, préfacé par Andrei Sakharov. Et donc, ce que va nous dire Grigory Medvedev, qui était un ingénieur en chef, responsable de la construction de la centrale de Tchernobyl, donc quelqu'un qui connaît bien le sujet. Donc, je cite, « Le déchiffrement des données recueillies par l'ordinateur permet de conclure qu'une boule d'énergie électrique, légèrement aplatie et mesurant près de 7 mètres de diamètre et 3 mètres de hauteur, s'est formée dans le tiers supérieur de la zone active du réacteur. Près de 50 tonnes de combustible nucléaire se sont alors évaporées sous l'impact de cette boule, ont été projetées dans l'atmosphère à une hauteur variant entre 1 et 11 km. Donc, un objet, une boule d'énergie et du combustible nucléaire qui disparaît. Rappelez-vous ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Alors, on a ici donc cet auteur qui est Didier Van Kovlart, qui est à la fois romancier, mais passionné aussi par les faits mystérieux, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont celui-ci, le Nouveau Dictionnaire de l'Impossible. Et il s'est intéressé à ce sujet, et il cite « À Tchernobyl, en 1986, les apparitions d'engins mystérieux signalés par de nombreux témoins, un mois avant l'explosion de la centrale, furent classés sans suite. En revanche, on eut beaucoup de mal à cacher à la population la présence d'un ovni qui, d'après une centaine de survivants, resta 6 heures en suspension au-dessus du 4e générateur de la centrale, celui-là même qui, suite à une erreur humaine, fut détruit par de la vapeur surchauffée. Si l'explosion avait été totale, les 180 tonnes d'uranium enrichi dans le réacteur auraient rayé de la carte la moitié de l'Europe. Les extraterrestres, comme l'ont affirmé certains, ont-ils contribué à réduire la catastrophe à un simple souffle thermique? Je pose aussi la question. Et plus loin, il dit « Le 20 janvier 2015, le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, alors la centrale survolée le 13 octobre 2014, alors je pense qu'il y a eu une coupure, il s'est montré rassurant devant la presse. Ici, on n'a pas vu de drone, on a vu un ovni et il n'y a eu aucun impact sur la sécurité de nos sites. Pour une fois, serait-on tenté de dire, quand on apprend dans la même conférence de presse que la centrale du Blayais a connu en 2014 plusieurs incidents et erreurs graves, comme la détection tardive d'un robinet inétanche sur un circuit de sauvegarde, la remise sous tension inappropriée d'un tableau électrique, ou les traces de contamination externe au niveau du visage d'un intervenant, sachant que ladite centrale non concernée par la fermeture de réacteurs prévue par la loi de transition énergétique est repartie pour au moins 10 ans, on en viendra à se demander si les ovnis, non contents de montrer qu'ils désapprouvent nos armes nucléaires,
ne souhaiterait pas attirer notre attention sur les failles sécuritaires et les dangers potentiels de nos installations civiles. Bon, je partage complètement l'avis de l'auteur sur la question. Alors, aux États-Unis, intéressons-nous aussi à la centrale de Pickering. Alors, pardon, non, là on est au Canada, dans l'Ontario, à la centrale de Pickering. Donc, vous voyez ici, on n'est pas loin de Toronto, hein, et la centrale se trouve à l'intérieur de ce rond, donc au bord de l'eau là aussi, puisqu'il faut de l'eau pour refroidir le cœur des réacteurs nucléaires. Donc là, on est dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1974, donc 31 décembre, où 3 gardes de la centrale de Pickering vont fêter le réveillon sur leur zone de travail. Et ils voient soudainement un disque rouge brillant qui survole le lac Ontario au sud de la centrale. Bon, alors ce que vous voyez là, c'est une image générée par IA, hein, c'est pas une photo. Donc, on a une première vague le 31 décembre 1974. On va avoir une deuxième vague le 4 février 1975, toujours au même endroit, où une demi-douzaine d'engins sont observés au-dessus du lac Ontario, avant que 2 boules lumineuses ne viennent survoler la centrale. Et le 8 février 1975, donc 4 jours après, troisième vague, où une douzaine d'ovnis sont observés dans les environs de la centrale nucléaire. Bon. Donc là, on a quand même des observations rapprochées sur un court laps de temps. Et là, on peut se demander justement s'il n'y avait pas aussi des difficultés techniques sur le réacteur nucléaire de cette fameuse centrale canadienne. Voilà. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le sujet, donc je m'en suis réduit qu'aux hypothèses, mais vu ce que je vous ai montré auparavant, c'est une hypothèse qui pourrait tomber juste. Autre centrale, la centrale d'Indian Point. Donc là, on est bien aux États-Unis. Alors, Indian Point, c'est dans l'État, c'est à 80 km hein, de la ville de New York, pardon. Voilà, donc on est dans le nord-est des États-Unis. Donc, on est sur l'IPEC, hein, l'Indian Point Energy Center. Donc, c'est une centrale qui est située à 40 km de New York, pas 80, 40, et qui va connaître 2 vagues de survol. Alors, la première vague a lieu le 14 juin 1984, vers 22h15, avec des lumières observées en forme de boomerang. C'est pas la première fois on voit aux États-Unis ce genre de lumière. Voilà. Et il faut savoir qu'à cet endroit, on a 3 réacteurs qui existent. Et curieusement, cette centrale est aujourd'hui arrêtée. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas déjà des problèmes techniques? Là aussi, c'est très dur de trouver de l'information fiable sur le sujet. Et on va avoir une deuxième vague aussi, deuxième survol le 24 juillet 1984, soit 10 jours après la première vague, avec un objet toujours alors, en forme de V ou de boomerang. Voilà, les deux existent, hein, effectivement. Voilà, vous voyez ici effectivement une photo, enfin une reconstitution plus exactement, qui est parue dans la presse. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, à la centrale d'Indian Point, il n'y a pas eu que des observations d'objets lumineux, d'objets en forme de boomerang, puisque on va aussi observer des rencontres du troisième type, hein, avec des êtres. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela est à inclure dans une vague de plus grande envergure, qui est la vague de la vallée de l'Hudson River, qui est une vague hein, qui va durer effectivement entre 1982 et 1986, avec des pics, notamment entre 1983 et 84 surtout. Et ça, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur le sujet, notamment par Alan Hynek, Bob Pratt et Philippe Imbrogno, avec un ouvrage qui s'appelle Night Siege, qui a été traduit en français par OVNI sur l'Hudson River, et qui fait état justement des enquêtes sur toute cette vague-là, avec un ouvrage ultérieur hein, de Philippe Imbrogno sur le sujet qui s'appelle Contact ultraterrestre, dans sa version française, mais sa traduction fidèle hein, de la version anglaise. Et ce qui est intéressant, c'est que Philippe Imbrogno va parler dans cet ouvrage des témoignages qu'il n'a pas pu mettre dans Night Siege avec Alan Hynek. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les observations d'êtres, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, qui sont décrites à Indian Point et ailleurs, eh bien, il n'a pas voulu les mettre dans Night Siege. Pourquoi? Parce qu'il voulait que leur ouvrage soit pris au sérieux. Ils ont juste parlé d'observation d'ovnis et non pas d'humanoïdes, en fait. Mais plus tard, Philippe Imbrogno, effectivement, a écrit ce livre, Contact ultraterrestre, pour parler de ces observations d'humanoïdes, ces rencontres du troisième type. Et on verra qu'il n'y a pas qu'à cet endroit. Aux États-Unis, on observera aussi des humanoïdes en lien avec des centrales nucléaires. Alors justement, parlons d'un cas français, il y a des humanoïdes. On va être au 12 décembre 1987, près d'une usine de retraitement d'uranium, à 50 km de Perpignan,
où un homme va rencontrer un humanoïde, hein, c'est la rencontre du troisième type. Donc on est à 3 km au nord-ouest de la ville de Narbonne, hein, dans l'Aude, avec un établissement qui s'appelle Comurex, qui occupe une surface de 100 hectares sur le territoire de la commune, et où se trouve une ancienne mine de soufre. Bon. Dans cette mine, en fait, on va entreposer, on va y retrouver l'une des plus importantes usines de conversion de l'uranium au monde. C'est même pas en France, c'est du monde. Et elle produit plus du quart de la capacité mondiale du retraitement de l'uranium, hein. Ça, ce sont des données de la CRIRAD. Donc voilà, je vous ai montré sur cette carte où se trouve la Comurex, hein. Vous voyez, c'est à 50 km de Perpignan. C'est à 220 km aussi de la centrale nucléaire de Golfech et à 250 km de la centrale nucléaire de Vandellos, en Andorre, en Espagne. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'on est sur une zone avec des survols d'OVNI. Bon, Golfech, ce n'est plus approuvé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'en ai pas eu forcément sur la centrale de Vandelios, mais je continue mes recherches. Mais en tout cas, il y a eu des choses sur Comurex, évidemment, comme je vais vous le dire. Donc là, on a un témoin qui s'appelle Gérard Lamy, qui habite Narbonne, enfin, qui habitait à l'époque, qui va à ce moment-là chercher du bois mort pour sa cheminée près de l'usine de retraitement. Il est 10h30 du matin et il aperçoit d'abord ce qu'il va prendre pour des motards. Et il va d'abord voir ce qu'il pense être un scooter des neiges, parce qu'il n'y avait pas de roue sur la moto. Et il voit deux personnes d'1,60 m avec des yeux étirés et trois personnages plus petits d'1,20 m, dont un qui avait des cheveux blancs comme un albinos, selon son témoignage. Et donc Gérard Lamy va engager une conversation avec ces êtres. Et un autre personnage arrive, et ce personnage ne souhaite pas, hein, que la discussion s'engage entre eux et le terrien. Donc effectivement, il va témoigner aussi qu'il va apercevoir un être féminin, qui va monter ensuite à Califourchon sur ces espèces de motos, entre guillemets, ou motos des neiges. Voilà, et avec les deux autres humanoïdes d'1,60 m sur un deuxième engin, et le petit albinos sur un troisième appareil avec les autres petits êtres. Bon. Les engins de ces êtres vont se soulever du sol, vont s'envoler sans bruit, et puis un petit peu plus tard, il y aura un bruit assourdissant et les engins et les êtres qui les chevauchent vont disparaître. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Marcel Pech, qui est ufologue au CEOF, Centre d'études OVNI France, a obtenu confirmation de l'existence d'engins similaires par un autre ufologue français. Donc ce n'est pas un cas isolé, c'est mal connu, mais en tout cas, ça vient aussi quelque part témoigner et confirmer ce qui s'est fait ce qui a été observé autour de la centrale d'Indian Point aux États-Unis. Alors pas forcément avec les mêmes engins, mais en tout cas la présence d'humanoïdes. Ça, c'est intéressant. Et on va avoir aussi le témoignage du colonel Ross Didrikson, un militaire américain. C'est un ancien état-major, un ancien officier de l'état-major, qui a siégé au sein du comité de liaison militaire, qui est chargé de la liaison entre le président de la commission de l'énergie atomique et le ministère de la Défense, donc pas n'importe qui. Et donc sa mission à l'époque était aussi d'accompagner les équipes de sécurité qui visitaient les installations nucléaires pour vérifier, contrôler la sécurité des armes qui étaient entreposées. Bon. Et ce qu'il va dire, c'est que lui et son équipe ont constamment reçu, je cite, des rapports de visite par des ovnis sur les installations de stockage et même certaines des installations de fabrication, tout cela en permanence. Voilà. Donc on a des témoignages à droite, à gauche, d'engins, d'humanoïdes, d'officiers, enfin de militaires, de gendarmes, de témoins qui travaillent dans les centrales, de militaires. Voilà, c'est extrêmement riche. On a vraiment beaucoup de choses qui sont signalées au niveau civil. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin sur le sujet, puisqu'on va s'apercevoir que le rapport entre OVNI et nucléaire ne s'arrête pas aux simples observations. On va voir qu'il y a aussi des abductions sur ces sujets-là. Alors, un petit peu d'eau. J'ai une question. Oui. Abduction, je préfère la poser, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, abduction, quand vous dites? Alors oui, je pars du postulat que en français, enlèvement. Voilà. Enlèvement, ouais. To abduct en anglais, c'est kidnapper, enlever, c'est ça. D'accord. Ok, je connaissais pas ce terme. Ok. C'est plus clair. Très bien, oui, vous avez bien fait de demander. Alors, donc effectivement, on va avoir des témoignages de contactés, d'abductés, hein, effectivement. Alors, au niveau historique, on va parler de contactés, c'est-à-dire de personnes qui ont été en contact, hein, avec des personnes
déclarant provenir d'ailleurs, d'autres planètes, etc., dans les années 50, 60 et début 70. Dans les années 80, enfin à partir des années 80, on va plutôt parler d'abductés, d'anglais enfin abducted, hein, qui veut dire enlevé, kidnappé, parce que là c'était à leur corps défendant. Alors dans les années 50, 60, c'est pas tout à fait pareil, même si on a eu quelques-uns, mais on est plus sur des cas de contact, de rencontres, qui sont plus amicaux entre guillemets, avec des êtres qui nous ressemblent un petit peu plus en majorité. Encore une fois, il y a des observations exotiques aussi, hein, entre guillemets. Voilà, pour faire simple. Donc effectivement, les contactés dans les années 50, les abductés par la suite, et on va avoir effectivement un nombre croissant d'enlèvements, hein, surtout aux USA, mais pas seulement. Et surtout, on va avoir une délivrance de messages avec des manipulations aussi de type biologique, notamment liées à la reproduction. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, si je vous en parle, c'est que dans l'immense majorité des messages qui seront délivrés aux contactés et aux abductés, eh bien, les messages seront à teneur liée au respect de l'environnement, liés aux risques liés aux armes nucléaires, aux guerres. Voilà, ça c'est une constante hein, depuis quasiment les années 50, voire peut-être même avant. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des survols d'installations et puis ensuite on a eu des messages. Bon, de toute façon, les deux ont continué de manière parallèle. Hein. Alors, on va s'intéresser à un premier contacté qui est français, Pierre Monet, qui a reçu un certain nombre de messages à partir des années 50, avec une interaction avec des êtres hein, venus d'ailleurs. Bon, on est sur des messages à teneur voilà, liés à l'amour entre les êtres, la fraternité cosmique, etc. Et le 20 avril 1977, Pierre Monet va déclarer avoir reçu un message, dont je vous cite cet extrait. Alors, vous avez ici une photo de son premier livre, hein, Les extraterrestres m'ont dit. Alors, voici la phrase. Donc, très bientôt, de grands événements vont se précipiter sur votre monde. Ne soyez pas effrayés. Nous avons déjà le contrôle de votre énergie nucléaire. Par ce contrôle, nous essayons de limiter les dégâts au maximum. Nous voulons parler du danger que fait courir à votre planète le potentiel très élevé de forces négatives que vous détenez. Fin de citation. Bon. Alors, je suis quand même perplexe quand je vois le mot contrôle de votre énergie nucléaire, parce que si vraiment tel avait été le cas, on n'aurait pas eu l'explosion de Tchernobyl, par exemple. Bon. Donc, à mon avis, c'était plus un message pour peut-être faire peur, pour alerter peut-être nos militaires, mais en tout cas, on n'est pas sur du contrôle. Ce serait étonnant. Voilà. Mais en tout cas, il y a déjà des messages hein, où on s'intéresse beaucoup au nucléaire déjà dans les années 50, 60, 70. Autre exemple, c'est le cas de la française Roselyne Coll, qui était connue sous le pseudonyme de Rose C à l'époque. Alors, c'est quelqu'un qui va affirmer avoir rencontré des êtres extraterrestres dans la région de Nîmes, hein, où elle habitait à l'époque, dans une nuit d'avril 1952. Je vous ai mis ici la couverture de l'ouvrage, hein, qu'elle a pas rédigé elle-même, mais en tout cas qui a été rédigé pour elle, Rencontre avec les extraterrestres, qui est extrêmement intéressant. Donc, elle dit avoir rencontré 4 entités qui ressemblaient donc à des humains, dont un qui mesurait quasiment 3 mètres. Donc, ces êtres lui auraient révélé avoir voyagé jusqu'à la Terre pour étudier les conséquences des explosions atomiques sur l'environnement, mettant en garde contre la possibilité du déclenchement d'un cataclysme et enjoignant les humains à respecter la vie sous toutes ses formes. Voilà, donc là aussi, ça fait partie des messages reçus dans les années 50-60. Hein, et plus tard, bien, Roselyne Coll va s'intéresser justement à tout ce qui est environnement. Elle va cultiver son jardin, va ressentir véritablement une harmonie avec la nature, avec la vie, avec les plantes. Hein. Elle va vraiment se sentir rattachée à la terre. Et ça, je dirais que c'est une chose qu'on va ressentir chez beaucoup, beaucoup de contactés, d'abductés ultérieurement, comme s'ils avaient reçu une sorte de message subliminal, je vais même oser le terme de programmation, peut-être, sur ce sujet-là. Alors, autre exemple, un peu plus connu, John Mack. On a ce psychiatre américain qui est né le 4 octobre 1929 à New York, diplômé un doctorat hein, en 1955, qui s'est spécialisé en psychanalyse de l'enfant et de l'adulte. Et en 1969, nommé responsable du département psychiatrique de l'hôpital de Cambridge, il va diriger le département psychiatrie de l'hôpital de Harvard dès 1973. Bref, c'est une sommité. Et dans les années 80, John Mack, comme Carl Sagan,
va s'affilier à une association de médecins pour la responsabilité sociale, la branche américaine voilà, des médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire. Je vous l'ai fait courte. L'objectif de ces associations, c'était de promouvoir l'élimination des armes nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et l'association, va obtenir le prix Nobel de la paix en 1985 pour ce sujet-là. Donc, on a quelqu'un qui est très concerné par le nucléaire. Et en 1983, le docteur Mack va témoigner devant le Congrès américain de l'impact psychologique de la course vers les armes nucléaires sur les enfants. Donc là aussi, il y a une espèce de traumatisme, quelque part. En 1986, John Mack, Carl Sagan, donc astrophysicien américain, et 700 autres universitaires, c'est pas rien, vont marcher sur les terres du site de test nucléaire du Nevada, le fameux test de Trinity, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une sorte de mouvement de désobéissance civile sur les tests d'armes nucléaires. Donc, John Mack va être arrêté par le gouvernement, lui et quelques autres scientifiques, bien sûr. Et c'est intéressant parce que John Mack va ensuite s'intéresser aux origines d'expériences collectives comme la guerre froide, des crises écologiques globales, le nationalisme, les conflits régionaux. Voilà. Donc, du coup, tout ce qui est rejet du nucléaire, d'intérêt pour l'environnement, c'était déjà présent chez John Mack avant même qu'il ne s'intéresse aux abductions, comme on va le voir un petit peu plus loin. Donc, au début des années 90, John Mack va recevoir des témoignages parmi sa clientèle de personnes qui affirment avoir été enlevées par des extraterrestres. Et voilà, il ressent un stress post-traumatique, c'est le vocabulaire médical. John Mack est psychiatre, donc il va pouvoir l'identifier comme tel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire le lien entre les messages où des personnes affirment avoir été enlevées par des extraterrestres et ce stress post-traumatique. Alors, certes, si on a un acteur, on peut à un moment donné simuler des traumatismes. Encore faut-il être un très bon acteur, bien connaître les symptômes. Mais quand vous avez plusieurs personnes dans votre patientèle qui simulent ce genre d'effets secondaires, c'est pas possible, ça ne marche pas. À la rigueur, mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs personnes qui vont simuler des effets secondaires. Et en plus, John Mack, ayant l'habitude de ce genre de choses, aurait très vite démasqué des simulateurs. Bon, pour un, on peut avoir des doutes, sur plusieurs, ce n'est pas possible. Donc effectivement, John Mack va commencer à s'interroger et il va s'informer auprès d'un certain nombre de chercheurs, d'ufologues sur la question. Premier, c'est évidemment Bud Hopkins, très connu dans les années 80 et 90 aux États-Unis. David Jacobs aussi, historien qui a écrit beaucoup sur le sujet ufologique. Et aussi Carla Turner, qui est moins connue en France, qui est quelqu'un qui a été abducté et qui a beaucoup ensuite enquêté sur le sujet OVNI, écrit 3 livres sur le sujet. Bon, les autres, on a écrit d'autres aussi. Voilà, donc là, on a John Mack en compagnie de Bud Hopkins. Voilà, alors, du coup, parmi ces conséquences consécutives aux enlèvements, John Mack en déduira, entre autres, un changement global, c'est-à-dire, par exemple, une ouverture à une conscience écologique, un changement de vie tourné vers les autres, ou le soin, une prise de conscience que nos différences sur Terre sont artificielles. Voilà, puis il y a différents témoignages dans son premier livre, de personnes qu'il cite. Je vous ai mis cet extrait de son premier livre parce qu'il est intéressant, donc je vais vous le citer en totalité. Avec les images apocalyptiques de Peter, donc un des abductés, nous avons affaire au même problème ontologique. Sont-ce bien des images réelles de ce qui va arriver inéluctablement dans un temps défini à l'avance, ou bien ces prophéties ne sont-elles que des incorporations puissantes projetées dans les esprits des hommes, car beaucoup de kidnappés sont concernés, de ce qui, en un sens biospirituel, est en train de se produire sur notre planète sous forme d'un désastre écologique naissant, sinon avancé, dont l'impact, bien sûr, atteindrait fatalement une dimension cosmique. En d'autres termes, est-ce que ces images qui affectent si intensément le sujet qu'il ne peut s'empêcher de les considérer comme des prédictions et de désespérer à l'idée de perdre tout contact avec la Terre devenue zone interdite, est-ce que ces images, donc, représentent véritablement des futurs possibles fondés sur une extrapolation de la situation au train où vont les choses? Doit-on voir là une proposition à choix multiples qui nous serait offerte par une plus haute intelligence aux méthodes d'intervention subtiles et qui nous inviterait aussi à nous transformer en nous proposant une relation avec des intermédiaires quasiment incorporels qui, dans le même temps qu'ils se révéleraient à nous, nous changeraient? Bon, alors, en clair, là, ce que dit John Mack,
c'est est-ce que les images qui sont vues par les abductés à bord donc des engins qui les kidnappent, on leur présente sur des écrans des images de destruction de la Terre, de champignons atomiques, de victimes qui brûlent, d'une Terre dévastée, bon, etc. Ce que s'interroge John Mack, c'est est-ce que ces images sont bien réelles? Est-ce que ce sont des prédictions, des visions d'un futur potentiel? Ou bien est-ce qu'il s'agirait peut-être alors je ne vais pas dire des informations, mais d'une certaine forme de manipulation, quelque part, de ces êtres? Voilà, est-ce que ce sont des prédictions? Est-ce que ce sont des futurs possibles qu'on peut encore éviter, voire même une manipulation pour nous transformer et éviter un possible futur qui serait justement vu ou montré à travers ces images? En clair, est-ce que c'est un vrai futur ou pas? Est-ce que c'est une possibilité que nous puissions éviter certaines lignes de temps possibles? Voilà, ce sont justement les interrogations de John Mack que moi je trouve très intéressantes. Et on a Peter, un abducté, qui dira de John Mack, en disant que ce n'était pas une coïncidence si John Mack avait milité contre le nucléaire plus jeune et que des efforts préventifs étaient possibles. Autrement dit, est-ce que John Mack n'aurait pas été manipulé à son insu pour devenir le psychiatre qui allait révéler justement ces messages-là, qui allait témoigner, qui allait soutenir, qui allait interroger des témoins enlevés plus tard, manipulés en fait plus jeunes, hein, parce qu'il avait déjà cette conscience, lui, écologique et contre le nucléaire. Voilà. Tout ça, ce sont des interrogations intéressantes. Alors, je vais aborder 3 cas dont on a déjà parlé plus ou moins. Robert Salas, Robert Hastings, que je vous ai cité rapidement tout à l'heure, et Robert Jacobs, dont on a vu que les deux, hein, Robert Salas et Jacobs, avaient été des témoins sur des bases nucléaires, militaires, d'apparition d'OVNI. Et on va revenir sur le cas de Robert Hastings, juste après. Oui, les 3 sont Robert, sont des Robert. Alors Robert Salas, donc ancien militaire, une fois libéré de ses obligations, à partir de 2005, il va sortir son premier ouvrage, coécrit par James Klotz, et puis ensuite il va témoigner publiquement de l'observation qui a été faite à Malmstrom en 1967. Et en 2013, juste avant la sortie de son deuxième ouvrage, qui est donc sorti en 2014, il va aussi révéler qu'il a été abducté. Bon. Et en fait, il va révéler qu'il a été abducté en 1985 chez lui à Manhattan Beach, en Californie. Il va décrire qu'il sommeillait dans son salon et à un moment donné, il va avoir une lueur bleue. Il va se réveiller, il va réveiller sa femme qui va voir la même chose que lui, bien sûr, sauf qu'il ne peut pas bouger car il est paralysé. Et il va alors voir un être qui porte une capuche, qui est un être de petite taille, hein, et son corps va se mettre à flotter, il va passer à travers la fenêtre. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on a de nombreux témoignages qui parlent d'êtres à capuche, moi j'en connais. Des encapuchés. Exactement, voilà. Et puis évidemment des êtres de petite taille, hein. Et surtout ce qui est intéressant, c'est voilà, le témoin qui flotte, qui passe à travers les fenêtres ou les murs, hein. On a vraiment beaucoup de témoignages sur ces sujets-là, que ce soit en Europe, aux États-Unis surtout, bien sûr, mais aussi à travers le monde. Donc il va se réveiller sur une table d'opération, les petits êtres qui vont lui présenter une longue aiguille qu'ils vont insérer dans son nez, on va avoir une communication télépathique qui va le rassurer sur l'absence de douleur, même s'il aura quand même mal. Voilà. Par contre, les êtres feront cesser la douleur lorsque vraiment il la ressentira. Il va ensuite voir un être en blouse blanche qui va flotter à travers un tunnel incurvé. Il va voir ensuite une lumière brillante qui va se réveiller ensuite chez lui. Bon. Donc il y aura évidemment des souvenirs qui vont s'estomper, mais qui vont ensuite se réveiller en 2006, suite à une conférence ufologique en Irlande, hein, où il participera. Un conférencier va décrire son abduction et suite à l'apparition justement d'une lueur bleue chez lui. Et cette notion de lueur bleue va réveiller des souvenirs chez Bob Salas et sa femme. Hein. Donc Bob ou Robert Salas va suivre 4 séances d'hypnose régressive pour faire revenir un certain nombre de détails au niveau de son conscient. Hein. On va avoir ensuite Robert Hastings. Alors Robert Hastings, il est peu connu en France, hein, mais nous on va énormément en parler dans notre ouvrage avec Didier Gomez. Donc Robert Hastings, pour voilà faire court, c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux ovnis dans son enfance. Il était d'abord passionné d'astronomie. Il va grandir sur une base militaire, parce que son père était militaire justement.
Bon, alors évidemment, lui fait la différence entre passionné d'astronomie, entre étoiles, planètes, objets inconnus, et il va commencer à s'interroger et à se documenter pendant son adolescence sur tous ces objets. Voilà. Alors, je vais y revenir sur ce qu'il va écrire par la suite, mais dans les années 60, Robert Hastings va notamment lire les ouvrages de Donald Kiro, John Fuller, etc. Il va grandir sur la base de Malmström. Et à 16 ans, alors qu'il effectue un job d'été à la tour de contrôle de la base de Malmström, il va être témoin avec le technicien radar de 5 objets lumineux qui apparaissent sur le radar. Donc là, on est mi-mars 1967. Et son père va lui confirmer que des jets de la base ont bien décollé pour intercepter des ovnis qui manœuvraient près du site de missiles Minuteman. En 73, il va tomber sur un article de Joseph Allen Hynek consacré au survol de la base de Minot. En 66, donc un an avant l'observation sur le site de Malmström. Et ensuite, dans le livre du major Donald Keyhoe, Aliens from Space, les étrangers de l'espace, il va découvrir une nouvelle incursion sur la base de Minot le 5 mars 1967, donc juste avant l'observation qu'il a vue sur le radar. Voilà, donc pour lui, tout cela va confirmer tout ce qu'il a pu voir, ça va développer son intérêt sur le lien entre ovni et nucléaire. En tout cas, au moins, les silos de missiles nucléaires au départ, parce que lui, c'est surtout les observations du côté militaire qu'il va vraiment investiguer. Bon. Et à partir de 1973, Robert Hastings va commencer à rencontrer des militaires et à enquêter sur le lien entre ovni et sites militaires. Bon. Son premier ouvrage sortira quelques années plus tard, plus de 40 ans après. Il aura interrogé plus de 160 militaires témoins d'apparitions d'ovnis sur des zones militaires. Donc, son ouvrage s'appelle UFOs and Nukes, ovnis nucléaires. Rencontre extraordinaire sur des sites d'armes nucléaires. Voilà. Ici, c'est une photocopie, enfin une copie plutôt de la couverture de la deuxième édition. Voilà. Parce qu'il y a eu d'autres témoignages entre-temps, d'où 160 militaires interrogés. Il y en avait 120 dans la première édition. Alors, durant toute sa vie, l'auteur va bien sûr enquêter, mais il va lui aussi observer des ovnis. Par exemple, au printemps 1970, il va observer une boule de plasma rougeâtre avec celle qui allait devenir sa femme ultérieurement. À l'été 75, dans l'Illinois, il va observer un disque d'apparence métallique. En août 1986, alors qu'il conduit, il va observer un disque métallique passer au-dessus de sa voiture. Il est au sud-ouest du Nouveau-Mexique, zone très fréquentée par les ovnis pour les raisons que vous avez pu comprendre au début. En février 1993, il va voir une sphère jaunâtre près de chez lui à Albuquerque, donc Nouveau-Mexique également. En 1988, il travaille chez Philips Semiconductors, donc à Albuquerque. Et lors d'une pause avec ses collègues, ils vont observer un objet en forme de torpille métallique qui passe silencieusement dans le ciel. En 2001, un abducté va l'appeler pour lui dire qu'il est en contact télépathique avec ces objets. Et en fait, cet abducté va lui permettre d'observer une boule rougeâtre comme du plasma dans le ciel. Le 6 septembre 2014, donc Robert Hastings visite la Normandie et il va y observer un disque blanc lumineux dans le ciel, un objet qui grossira en taille jusqu'à 5 à 6 fois avant de diminuer de nouveau et disparaître. Voilà. Et il y aura même un témoin qui observera la même chose que lui à cet endroit-là. Et enfin, le 3 octobre 2014, il verra un orbe dans la vallée de San Luis, près de chez lui. Alors en 64 ou 65, Robert Hastings, qui ne se souvient pas vraiment de l'année, Robert Hastings va se souvenir que 2 personnes l'escortent à travers la porte. Encore une fois, on passe à travers une fenêtre, une porte, vers la table de la salle à manger, où sa famille semble en animation suspendue, selon ses termes. Mais il n'a pas associé ce souvenir-là d'enfance aux ovnis ou à des extraterrestres. Ce n'est qu'à partir de 1966, quand il va entendre parler de cette hypothèse, en lisant par exemple des extraits du livre Le voyage interrompu, donc de Fowler, qui est consacré à l'histoire donc, de Betty et Barney Hill. Il va lire des extraits dans Look Magazine, que cela va lui parler. Il va commencer à se poser des questions, notamment suite aux lectures de Missing Time, l'ouvrage de Bud Hopkins, sorti en 1984, et Communion de Whitley Strieber, sorti en 1988. C'est seulement en janvier 2003 qu'il va suivre une régression hypnotique avec le docteur Leo Sprinkle, qui est connu dans le monde ufologique, pour justement retrouver des souvenirs d'enlèvement liés à l'enfance et à un champ de blé.
Et là, donc, Robert Hastings va retrouver les souvenirs de l'expérience du champ de blé étant un enfant âgé de 2 ans. On est en 1952 et il va se souvenir que 2 gris vont l'escorter. Pour lui, ce sont des camarades, hein, ces gris-là. Mais en tout cas, il ne se souvient pas d'avoir observé un engin. Et il va retrouver, donc un petit peu plus tard, sous hypnose, donc le 29 juillet 1952, il va se souvenir avoir observé un ovni dans la zone. Donc la zone, c'est, selon un article du Geneva Daily Times, qui est un journal local, il va retrouver la date exacte. Donc en fait, il y avait une base militaire à cet endroit, à moins de 9 km de leur maison de famille à l'époque. C'était la base aérienne de Sampson, qui est aujourd'hui désaffectée, et qui était proche d'un dépôt militaire de Seneca, où se trouvait la plus grande installation de stockage de bombes atomiques tactiques pendant la guerre froide. Là aussi, c'est intéressant. Dans la nuit du 12 au 13 août 1988, Robert Hastings va aussi vivre une abduction dans un camping où il est avec ses amis, des enfants. Je vais passer rapidement sur cette histoire parce que c'est assez détaillé. Voilà. Bon. Et puis en novembre 88, il fera aussi un cauchemar où il se verra emmené dans un objet de forme ovale avec une autre personne. Et puis ensuite, il va avoir donc des régressions hypnotiques avec une psychologue clinicienne sceptique. C'est lui-même qui l'a choisi justement pour éviter les biais de confirmation. Mais en tout cas, ça va lui permettre justement de se souvenir d'être avec une grosse tête, 2 grands yeux noirs étirés, sans bouche, sans nez. Et il verra aussi des sortes de sphères connectées à des bâtons comme des molécules chimiques. Et en entrant de voiture, le signal lumineux d'un véhicule de police le met en panique. Il va aussi s'assurer chez lui que sa porte est bien fermée. Et ça, c'est intéressant parce que ce comportement compulsif qui va durer plusieurs semaines, ça a fait penser en fait à un stress post-traumatique, comme pourrait le diagnostiquer un psychologue ou un psychiatre. Donc encore une fois, le souvenir un peu inconscient d'un événement traumatique qu'il a réellement vécu. Donc l'hypnose régressive ne peut pas induire ce genre de comportement. En 1995, il refera une session hypnotique où il verra que l'espace lumineux autour de lui comporte des tables métalliques. Il verra le visage d'un petit être portant un vêtement métallisé bien ajusté, une peau qui lui semblait reptilienne. Il y aura d'autres expériences insolites plusieurs années après, à différentes reprises. Voilà. Passons à Robert Jacobs, qui va être contacté par Robert Hastings à la suite des événements de Big Sur en 1964, où je vous parlais du fameux missile tiré avec les rayons lumineux autour. Voilà, donc il va parler de son observation et tous les deux vont travailler à un documentaire vidéo qu'on peut trouver sur, je crois, Amazon. Voilà, ils vont devenir amis, ils vont travailler ensemble et vont se rendre compte que tous les deux ont vécu des abductions. Donc, je vous ai parlé de celle de Robert Hastings et Bob Jacobs va lui aussi en vivre. Voilà, il va se souvenir de cauchemars qui le laissent éveiller vers 3 heures du matin, mais il ne se souvient pas d'avoir été enlevé. Et dans ce qu'il nomme des rêves, il va voir un nain horrible, vêtu de laine, s'avancer vers lui, le toucher, le réveiller à 3 heures du matin, justement. 3 heures du matin, c'est une heure qu'on retrouve dans beaucoup de cas d'abduction, entre guillemets. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Robert Jacobs, pendant ses rêves, il va voir des paysages étrangers, il va voir des technologies bizarres, des voix à travers des drones. Voilà, il va voir des cylindres, il va voir des technologies bizarres, il va avoir des messages télépathiques. Bon, voilà, j'essaie de passer un petit peu rapidement, mais c'est intéressant parce qu'il voit un certain nombre d'informations scientifiques et il se demande pourquoi lui. Pourquoi est-ce qu'il réceptionne ce genre d'informations scientifiques, sachant qu'il n'est pas lui-même un scientifique, il est militaire à la base. On va avoir d'autres vétérans aussi qui vont vivre un certain nombre d'observations. Voilà, Jeffrey Goodrich, par exemple, qui va vivre dans la nuit du 29 mars 96. Là aussi, un contact avec un petit être vêtu d'un capuchon, justement. Il va perdre connaissance ensuite. Puis une autre nuit, il verra un portail s'ouvrir dans le mur de sa chambre, débouchant sur une base militaire où il rencontrera des hybrides humains et aliens, selon son témoignage. On va avoir aussi Terry Loveless, qui était infirmier sur la base de Whiteman dans le Missouri en 77. Et puis venant en aide à un pilote blessé par l'un des silos de missiles donc ICBM, il va observer un ovni rectangulaire. La même année, lui et son collègue seront abductés lors d'un camping qu'ils vont faire ensemble. Voilà, et puis évidemment, cette abduction va leur laisser des expériences horribles, des souvenirs d'expériences horribles, qui vont revivre sous hypnose.
Terry Lovelace va découvrir ensuite un implant dans le genou, visible par radiographie. Voilà, et puis ensuite il va quitter la vie militaire, devenir procureur, écrire un livre sur le sujet, Incident at Devil's Den, qui n'a pas été traduit en français d'ailleurs. On a Mario Woods Jr., qui est un vétéran de l'Air Force, membre du 44e Oui. escadron de la police de sécurité, qui était sur la base aérienne d'Ellsworth, dans le Dakota du Sud, entre 75 et 79. Et donc, effectivement, il était garde sur le site de contrôle des lancements de missiles avec son supérieur hiérarchique. Quand il voit une étoile brillante se rapprocher, une sphère orange rougeâtre au-dessus du site de missile, et tout d'un coup, ils vont voir le soleil se lever alors que leur dernier souvenir remonte à 1h30 du matin. Et ils vont se comprendre qu'ils ont vécu un missing time, une expérience de temps manquant de 4h30. Voilà. Donc, sous hypnose régressive, ils vont ensuite décrire une sphère lumineuse avec une voix dans leur tête, la vision de 4 petits êtres chauves, et puis un autre beaucoup plus grand. Voici donc des dessins de Mario Woods qui représentent ces êtres, qui lui affirme avoir vu, en tout cas qu'il retrace sous hypnose. Et puis ils vont voir aussi un autre vaisseau y entrer, il va se retrouver nu à l'intérieur, allongé sur une table, examiné par des petits êtres autour de lui avec des grands yeux noirs, avec une communication par télépathie. Bref, on est en terrain connu, on a d'innombrables témoignages sur ce sujet. Et plus tard, Woods se réveillera dans le véhicule en compagnie de son sergent, mais ils auront peu de souvenirs conscients de l'événement, si ce n'est effectivement le missing time et le fait qu'ils vivront des cauchemars pendant les nuits suivantes, bien sûr. Alors, on va maintenant s'intéresser à des choses un petit peu plus intéressantes. Je vous ai parlé tout à l'heure des radiations, certes, mais surtout des rayons lumineux. On a retrouvé un certain nombre de témoignages lors d'observations au-dessus des sites à la fois militaires et des sites civils. Alors, on va essayer de réfléchir qu'étaient ces rayons et ce qu'ils pourraient être, justement. Alors, souvenons-nous, la base de Rendlesham, Bentwaters, en 1980, on a eu effectivement des rayons qui étaient tirés, justement, sur les installations militaires. Le témoin était Charles Halt, dont je vous parlais tout à l'heure. On a un objet de forme ronde, enfin lumineuse et circulaire, qui a été vu, qui tirait un rayon, justement. Je passe rapidement parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc une sorte de rayon laser qui a été tiré au pied, en fait, de l'équipe, des militaires qui étaient présents sur le site. Voilà. On va avoir effectivement donc une fuite en 1983, je vous en ai parlé. Alors, le lieutenant Halt, enfin le commandant Halt, va déclarer que ces manifestations pouvaient avoir a priori un lien avec les stocks d'armement nucléaire présents dans les sous-sols de la partie américaine de la base. Voilà pourquoi je vous en parlais tout à l'heure, de stocks de missiles. Lui parle d'armement nucléaire. Bon, j'en ai déduit que c'était des missiles, mais c'est le commandant Halt qui en parle lui-même. Voilà, j'ai oublié de vous le signaler tout à l'heure. Donc effectivement, il va dire que dans la nuit du 27 au 28 décembre, un grand nombre de témoignages évoquent le fait que l'un des ovnis projetait une sorte de rayon laser à l'endroit exact des bunkers contenant des têtes nucléaires. C'est pas moi, c'est lui qui le dit. Voilà. Et alors, les heures et les jours suivants, les bruits de couloir laissaient entendre que certains dispositifs électroniques relatifs aux armements nucléaires avaient été mis hors service durant un temps. Alors ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le site soviétique dont on parlait tout à l'heure à Bielogorodice, où on a effectivement eu un déclenchement, puis un arrêt, un stop and go, comme on dit, de ces missiles nucléaires, justement. Enfin, du lancement de ces missiles nucléaires. Voilà. Là, on retrouve la même chose avec une action sur les dispositifs électroniques, probablement, effectivement, par les ondes radio. Voilà ce que nous dit Charles Halt. Il nous dit que ça devait être quelque chose au-delà donc, de la technologie humaine, à cause des vitesses et des mouvements de ces appareils, les angles pris et tout ce qu'ils faisaient. Ces objets auraient-ils pu être contrôlés à distance? Certainement. Je n'ai jamais vu de petits hommes verts, mais il est possible qu'il s'agisse d'une technologie extraterrestre. Bien sûr, je souhaiterais obtenir des réponses, mais je pense que je ne les aurai jamais. Nous avons vu des objets qui étaient sous le contrôle d'une intelligence. Voilà, ce sont ses propres termes. Bon, on sait aujourd'hui que le site, vous avez un monument qui a été construit, c'est devenu un territoire un petit peu touristique. Voilà. Ce qui est intéressant quand même à souligner, c'est que des mesures au compteur Geiger avaient été faites, et là aussi, comme à Tchernobyl, on a révélé une radioactivité supérieure à la normale sur le lieu ou les lieux de l'atterrissage supposé. Voilà.
Et en plus, les militaires ont observé des marques importantes d'abrasion sur l'écorce des arbres, des branches cassées, bref, des effets physiques. Voilà. Là aussi, à Kasputin Yar, souvenez-vous, je vous ai parlé de rayons lumineux, justement. Voilà, bon, je vais passer très vite. Là aussi, on a les fichiers du KGB qui ont enquêté, qui contenaient justement des informations sur ces sujets-là. L'OVNI aurait survolé les magasins de l'unité à Kasputin Yar, et l'engin s'est dirigé vers l'arsenal des missiles. Un engin qui a ensuite dirigé un rayon lumineux issu de sa partie inférieure en direction du dépôt de missiles. Donc là, effectivement, on a un extrait du document du KGB que je vous cite ici. Donc, j'ai grimpé, donc là, on a un militaire qui témoigne. J'ai grimpé jusqu'à la tour de guet, j'ai regardé l'objet à une hauteur de 18 pieds, donc 5,40 m. Je pouvais clairement distinguer un clignotement régulier, brillant comme un flash de caméra. L'objet a survolé les magasins de l'unité, s'est dirigé vers l'arsenal de missiles, environ 1 km. Il volait à une hauteur de seulement 60 pieds, donc 18,28 m, et au-dessus du dépôt et brillait dans une sorte de vert phosphorescent. C'était un disque de 12 pieds, 3,60 m, à 15 pieds, 4,57 m, de diamètre avec un dôme semi-sphérique. Alors que l'objet planait au-dessus de l'arsenal, un rayon lumineux apparut sur sa face inférieure, là où la lumière avait clignoté auparavant, et a dessiné 2 ou 3 cercles. Ensuite, l'objet s'est déplacé vers la gare, toujours avec cette lumière clignotante. Ensuite, il est revenu au dépôt de missiles et a plané à 180-200 pieds, donc 60 mètres environ, au-dessus de lui. 2 heures après le début de l'observation, l'objet s'est dirigé vers la ville d'Aktubinsk et a disparu de notre champ de vision, a écrit le responsable des communications, V. Voloshin. Voilà, et là vous avez une photocopie du document original du KGB. Voici un dessin, effectivement, extrait là aussi des origines du KGB. Bon, le dessin est tiré d'un ouvrage de Michael Ezeman. Voilà. Alors, on a 5 témoignages qui proviennent de cet endroit. Je passe un petit peu plus vite. On a 2 autres témoignages qui émanent d'un centre voisin du premier, là aussi, toujours faisant état d'un faisceau de lumière mobile pendant au moins une dizaine de secondes. Alors, en dehors des sites militaires, on a évidemment les rayons observés au-dessus des centrales nucléaires civiles. Alors, voici la déclaration du professeur Nesterenko, qui est un spécialiste en santé humaine et en radiation, qui déclare en janvier 2005 « Mon opinion est que nous avons frisé à Tchernobyl une explosion nucléaire. Si elle avait eu lieu, l'Europe serait devenue inhabitable. » Bon, intéressant, quand on sait qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a eu une baisse de radiation qui avait été mesurée et observée et décrite dans la Pravda. Donc, selon effectivement, selon un militaire sur place, un témoin nommé Mikhail Varitsky, que je vous citais tout à l'heure, il était donc ingénieur de la centrale nucléaire, il a observé un ovni au-dessus de la centrale, et ce qu'il a dit dans la Pravda, moi et d'autres personnes de mon équipe sommes allés sur le site de l'explosion la nuit, nous avons vu une boule de feu, et elle volait lentement dans le ciel, je pense que la boule faisait 6 à 8 mètres de diamètre. Alors nous avons vu 2 rayons de lumière pourpre s'étirer vers le réacteur 4. L'objet est environ 300 mètres du réacteur. La manifestation dure environ 3 minutes. Les lumières de l'objet s'éteignirent et il s'envola en direction du nord-ouest. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que effectivement, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, 2 autres témoins qui nous disent exactement la même chose. Je vous ai déjà lu ce témoignage-là. Et puis, effectivement, ce que disait ce scientifique, extrait de son livre sur la vérité sur Tchernobyl, Grégory Medvedev. Je passe parce que je vous ai déjà lu. Alors, pourquoi s'intéresser à ces rayons lumineux? Effectivement, quelles hypothèses pourrait-on poser sur la nature de ces rayons? Eh bien, la première hypothèse serait que ces rayons sont une sorte de scanner qui viendrait sonder les sites et détecter l'existence d'engins nucléaires, et éventuellement détecter les fissures aussi et les autres anomalies, alors dans les centrales nucléaires ou évidemment sur les armes nucléaires qui sont stockées. La deuxième hypothèse, c'est que ce rayon pourrait être un outil qui a un effet électromagnétique ou peut-être toutes sortes de radiations ou de rayons lumineux sur les mécanismes des missiles. Peut-être une impulsion électromagnétique, pourquoi pas. Et troisième hypothèse, ça pourrait être un moyen de faire diminuer les radiations, comme on l'a vu par exemple à Tchernobyl. Et quatrième hypothèse, un moyen de supprimer les déchets radioactifs. Bon. Alors, première hypothèse, pour le premier point, c'est-à-dire le fait de scanner les sites où il y aurait des engins nucléaires.
il est probable que les rayons tirés sur les sites militaires de la forêt de Rendlesham étaient des sortes de rayons explorateurs venus sonder les installations souterraines, puisque le commandant Halt, Charles Halt, nous a lui-même déclaré qu'il y avait des installations souterraines où il y avait des bombes nucléaires. Voilà, tout simplement. Donc très certainement des silos de missiles aussi. Et ces rayons seraient des rayons qui auraient détecté, qui auraient sondé en quelque sorte ces armes nucléaires. Pour la deuxième hypothèse, on l'a vu tout à l'heure, qu'à Tchernobyl, les radiations avaient été diminuées quasiment par 4. Voilà, et voici ce que nous disait le scientifique présent sur place. Le compteur Geiger des ingénieurs indiquait une concentration radioactive de 3000 mg par heure. Au moment d'arriver sur le site, après le tir des rayons rouges, la mesure enregistre une nette baisse de la concentration qui ne monte plus qu'à 800 mg par heure. Voilà, donc effectivement, le récit des deux ingénieurs indique donc que l'intervention de l'OVNI visait à réduire le niveau de radioactivité dans le périmètre environnant. Alors, pour le troisième point, effectivement, dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, il faut savoir qu'il y a eu des études scientifiques qui ont été menées par un scientifique français qui s'appelle Georges Lochak, avec 3 de ses camarades soviétiques. Voilà, alors on a eu le rapport Lochak qui est sorti et qui a permis effectivement de mettre en place un certain nombre d'anomalies qui sont sorties et qui ont montré par exemple que bien sûr la radioactivité avait diminué, mais aussi qu'un stock d'uranium avait complètement disparu. Je vous en ai parlé un petit peu plus haut. Intéressons-nous justement aussi à un autre physicien français qui s'appelle Gérard Mourou, qui lui est intéressant et qui va nous éclairer sur la nature de ces rayons. Alors Gérard Mourou n'est pas n'importe qui, il est né en 1944, il a une maîtrise de physique, un doctorat en optique approfondie, il a travaillé pour de nombreuses universités internationales dans le domaine de la lumière et des lasers, était directeur du laboratoire d'optique appliquée au CNRS, créateur de l'Institut de lumière extrême. En fait, il a travaillé sur des lasers extrêmement rapides, on parle de femtosecondes, donc c'est 10 puissance moins 15 secondes, donc c'est ultra rapide. Il a été l'initiateur du projet ELI, donc Extreme Light Infrastructure, donc infrastructure de lumière extrême. Voilà, il a été à l'origine de 3 installations de laser de 10 pétawatts de puissance, donc 10 puissance 15. Il a obtenu de nombreux prix, le cycle de optique numérique, prix Lazare et Carnot, etc., dont le prix Nobel de physique en 2018. Il est docteur honoris causa en plusieurs universités à travers le monde. Donc, voilà, un scientifique solide. Ce qui est intéressant, c'est que en 2018, il va présenter ses travaux à un forum Innovation Défense. Il va démontrer que des lasers ultra intenses pourraient être utilisés pour bombarder les noyaux atomiques d'isotopes radioactifs et ainsi modifier justement leurs propriétés respectives. C'est-à-dire que des atomes radioactifs bombardés par un laser ultra intense durant un court laps de temps pourraient transformer leur nature. Donc des atomes, par exemple, pourraient perdre leur radioactivité en 30 minutes. C'est ce que nous dit ce scientifique français. Voilà, donc évidemment, si on l'applique aux déchets radioactifs, eh bien, ils pourraient perdre leur radioactivité totale au bout de 30 minutes au lieu d'1 million d'années, comme c'est le cas effectivement des déchets radioactifs que nous stockons aujourd'hui dans des centres de stockage souterrains, qui sont d'ailleurs survolés aussi par des ovnis, il faut le savoir. En fait, c'est toute la filière nucléaire qui est survolée. Ça va des mines d'extraction du minerai nucléaire, l'uranium, le plutonium, jusqu'au site de stockage des déchets radioactifs, en passant évidemment par les sites nucléaires militaires et les sites civils, bien sûr. Alors, voilà ce que nous dit Gérard Mourou. Ce laser est spécifique, il dispense très peu d'énergie, soit quelques joules, à peine à 1 millionième de seconde de ce que l'on ingère au cours d'un petit déjeuner. Pendant le temps excessivement bref d'1 milliardième de millionième de seconde, le but est de diminuer considérablement la radioactivité de déchets qui durent plusieurs centaines de milliers d'années, afin qu'il ne soit plus un fardeau laissé aux générations futures. Alors, il a rédigé un article, il y a eu un article, qui a été rédigé sur ses travaux en septembre 2019 dans le numéro 871 de Science et Avenir. Donc, il nous explique le principe de transmutation, ce sont ses propres termes, donc des déchets nucléaires par biais d'un laser approprié. Par la transmutation d'éléments chimiques, ce terme était utilisé par les alchimistes du Moyen-Âge qui voulaient transformer le plomb en or, un rêve impossible. Depuis le milieu du XXe siècle et le développement de la physique nucléaire, ce terme a pris une signification bien précise. Il s'agit de transformer un élément en un autre en agissant sur le noyau atomique.
Pour les déchets nucléaires, le but est de transformer des éléments radioactifs à vie longue en d'autres éléments, soit non radioactifs, soit capables de se désintégrer en peu de temps. L'objectif ultime est de rendre ces déchets non radioactifs. Alors, je précise, ces travaux étaient théoriques à l'époque. Ils disaient que d'ici 5 ans à peu près, ils devraient pouvoir passer à la pratique. Alors, il écrivait là, enfin, l'article datait de 2019 et ses travaux de 2018. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de travaux pratiques sur le sujet. On est plus de 5 ans après. Hmm. Suite de l'article, prenons l'exemple du technétium 99 TC. Sa demi-vie est de 211 000 ans. C'est-à-dire que si on dispose d'un kilogramme de 99 TC, il faudra attendre plus de 2000 siècles pour qu'il n'en reste plus que 500 grammes. Le reste sera transformé en ruthénium, un métal dur non radioactif, donc stable. Mais si l'on parvient à rajouter un neutron au noyau du 99 TC, on forme alors un autre isotope du TC, le 100 TC. Ce dernier a une demi-vie de 16 secondes seulement. Toutes les 16 secondes, la moitié d'un volume disponible est transformé en un autre isotope de ruthénium, stable et non radioactif. Comparons un instant 211 000 ans à 16 secondes. La transmutation permet donc de venir à bout très rapidement des déchets radioactifs à vie longue. Je Ouais. laisse écouter la portée de ces travaux. Mais avec un énorme dégagement d'énergie. Alors, bien sûr, mais en tout cas, songez au résultat à l'arrivée. Alors, je vous ai mis le schéma pour bien comprendre un petit peu le mode d'opération. Donc, le laser à la base qui génère aussi des neutrons. Le neutron va bombarder le noyau, donc par exemple du neptunium, qui a une demi-vie de 2,14 millions d'années. Et par effet de fission, on va avoir différents éléments, molybdène, iode, etc. Alors, le molybdène va générer du technétium, qui est une demi-vie de 5 secondes, qui lui-même va provoquer du ruthénium qui est stable. Et puis, effectivement, on va avoir aussi de l'iode, une demi-vie de 21 heures, du xénon, qui est une demi-vie de 5,25 jours, et qui laisse aussi à côté du césium, qui lui est stable. Voilà pour comprendre un petit peu les choses, c'est que en changeant le cœur intime de la matière, en transmutant le cœur intime de la matière, on va complètement faire disparaître très vite la radioactivité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, du coup, oui, il y a une question. Non, vas-y, s'il te plaît. D'accord. De toute façon, je termine très vite. Donc, si on revient au rapport Lochak sur l'une des anomalies détectées, Gérard Lochak nous dit l'une des étrangetés de Tchernobyl, c'est qu'on a découvert dans les débris de l'uranium enrichi à des doses tout à fait extraordinaires. Le maximum qu'on a retrouvé était de 27%, alors que le combustible d'un réacteur RBMK, donc le type de réacteur à Tchernobyl, est enrichi au départ de 2%. De plus, le réacteur de Tchernobyl était destiné à être arrêté quand l'accident est survenu, le combustible étant usé, enrichi à environ 1,1%. Il n'y avait aucune explication à ce phénomène d'enrichissement. Et l'aluminium? Oui, alors effectivement, on va retrouver de l'aluminium. Donc justement, la question qui se pose, c'est est-ce que des ovnis n'auraient-ils pas transmuté la matière fissile du réacteur numéro 4 pour en atténuer la dangerosité? Parce qu'on sait de sources sûres, de sources scientifiques, que justement, la matière a été transmutée et que l'uranium qui était présent sur place a disparu, alors qu'on a retrouvé une masse d'aluminium sur place. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est est-ce que justement, ces rayons lumineux observés n'auraient pas transformé la matière de l'uranium, oui, en aluminium, avec une disparition d'autres éléments, etc. Donc il y a quand même tout un tas d'hypothèses qui se font jour en se basant sur des travaux scientifiques solides de physiciens et qui font se poser quand même un certain nombre de questions. Et pour conclure le sujet, je vais conclure avec Robert Hastings, qui a longtemps enquêté sur le sujet entre ovnis et nucléaire, notamment du côté militaire. Il nous dit, des années après avoir supporté des incidents bizarres que j'ai décrits ci-dessus, et beaucoup plus, j'en ai conclu que quelque chose d'autre doit se passer. Une chose qui implique un plan, une tendance et un but, une chose qui a été orchestrée de l'extérieur avec mes propres actions, étant seulement un élément secondaire dans son exécution. En d'autres mots, je me sens fondamentalement comme un outil dans les mains de forces inconnues. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de John Mack, qui était un militant antinucléaire, qui a été amené à rencontrer des abductés et à faire passer leurs témoignages à un moment donné.
Robert Hastings, qui a longtemps enquêté sur le lien, qui s'est révélé lui aussi abducté. On s'est aperçu des années après qu'il était abducté dans son enfance. Donc, est-ce qu'un certain nombre de chercheurs, ufologues, n'auraient pas été abductés très jeunes, ensuite avec un programme pour justement leur permettre d'enquêter sur le sujet, et ensuite faire aboutir justement à des travaux sur le lien entre ovni et nucléaire? On peut se poser la question. En tout cas, lui se pose la question dans son deuxième ouvrage écrit avec Bob Jacobs, Confession, nos rencontres aliens cachées, révélées. Voilà. Donc voilà un petit peu l'interrogation qu'on pourrait se poser au final. Est-ce que justement un certain nombre de chercheurs ne seraient pas programmés inconsciemment, avec peut-être une révélation des années et des années plus tard, pour enquêter, pour faire le jeu des intelligences qui sont derrière voilà, ce qui manipule le phénomène OVNI et qui interviennent dans le domaine du nucléaire. Voilà, je vous laisse un petit peu sur ces réflexions-là, parce qu'effectivement, ça peut nous emmener très très loin. Mais pour qui connaît bien le sujet OVNI et abduction, on sait que les manipulations sont fréquentes au niveau des abductés. Voilà. Je vous laisse maintenant réagir et me poser des questions sur ces sujets-là. Merci beaucoup Merci pour beaucoup, hein. C'est pour ce gros vraiment bien. travail. Mais ce gros travail, merci. Voilà, donc Merci. bien sûr, vous trouverez tout ça dans OVNI nucléaire, notre ouvrage avec Didier Gomez, avec quelques éléments voilà, un petit peu plus récents. Voilà, après, il y a de l'actualité aussi. Si vous souhaitez en parler. Stéphane, je voudrais que tu Oui. profites de cet instant pour faire ton annonce. Et ensuite, Oui, on va attaquer les questions-réponses. voilà. Alors, tu fais bien de le rappeler, effectivement. Donc, il y a un événement qui a lieu les 23 et 24 mai de cette année à la Turballe, donc en Bretagne, en Loire-Atlantique. Donc, ça s'appelle Festovni. Et pendant donc ce week-end, le samedi et le dimanche, il y aura donc un certain nombre de conférenciers, dont je serai, voilà, qui vont intervenir. Je sais qu'il n'y a plus de place, par contre. Mais en tout cas, moi, je serai présent et je ferai une conférence sur le lien entre science-fiction et OVNI. Et pour ceux qui seront, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments très intéressants sur le sujet. Voilà. Merci.